En général, en France, à partir de 12 ans à peu près, on sait ce que c'est Wikipédia parce que c'est même souvent au programme, dans les collèges. Mais pour effectivement des personnes qui sauraient pas ce qu'est internet, il y aurait qu'elles, en fait, qui sauraient pas ce qu'est Wikipédia parce que vraiment tout le monde y va y aller au moins en tant que consultant, enfin on va dire consultant, quelqu'un qui se sert de Wikipédia quoi, au moins une fois dans sa vie. Mais donc pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout Internet, moi j'aime bien dire que c'est tout simplement comme les vieilles encyclopédies qu'on avait dans nos bibliothèques. Eh bien c'est une encyclopédie qui est accessible pas dans des livres qui sont dans des bibliothèques ou personnelles ou collectives, mais donc sur les ordinateurs. Et cette particularité qu'elle a, c'est que par contre, elle n'est pas écrite comme les encyclopédies classiques par des personnes dont c'est le métier et qui sont spécialisées dans des secteurs techniques, scientifiques précis, mais n'importe qui peut venir modifier, améliorer les articles de cette encyclopédie qui est accessible uniquement donc par Internet et qui est vraiment une encyclopédie mondiale. Alors, Voilà comment. déjà, on part sur déjà du fascinant quand tu expliques que c'est une encyclopédie, mais qui est pas écrite par des pros, que n'importe qui peut venir, modifier, créer un article ou en modifier un. On va partir, je pense, dans des hautes réflexions peut-être un petit peu philosophiques ou en tout cas peut-être anthropologiques pour bien comprendre comment ça peut fonctionner. Aujourd'hui, Wikipédia, donc tu dis, à partir du moment où on connaît internet, on connaît Wikipédia. J'avais entendu des stats il y a quelques années maintenant, je pense, sur Wikipédia, à quel point est-ce que c'était, dominant, dans la hiérarchie des sites qui sont consultés dans le monde. Est-ce que tu sais où ça en est aujourd'hui en 2025? Oui, bien sûr. Donc en 2025, en France, c'est le huitième site le plus visité selon Médiamétrie, qui est l'institut qui classe le plus le trafic des sites Internet. Donc à peu près du même ordre de grandeur que Le Bon Coin. Donc c'est 4 millions de visiteurs uniques par jour, rien que pour la France. Et globalement, dans tous les pays du monde, on va dire, qui ont accès à Internet, c'est à peu près dans le top 10 des sites les plus visités. Et en plus, la particularité, c'est que c'est dans ce classement des top 10, c'est le seul site qui est détenu par une association et qui est à but non lucratif en fait comme site internet. Donc c'est vraiment un peu un ovni quand même sur internet et ce classement là, ça fait vraiment des années qu'il est comme ça et quand bien même comme pour n'importe quelle technologie, on prévoit avec l'avènement d'une nouvelle technologie sa disparition, eh bien en fait, ça reste du même ordre de grandeur même avec l'arrivée des réseaux sociaux puis maintenant de ChatGPT et des différents LLM, Wikipédia reste aujourd'hui encore extrêmement consulté quoi. C'est une base de données du coup pour les LLM? Oui, tout à fait. C'est même la plus grosse base de données utilisée par ChatGPT, qui est le principal LLM utilisé en France et dans la plupart des pays du monde. Et tout LLM confondu, c'est le deuxième. Donc il y a des stats aussi sur ça, parce que justement, en fait, de par son principe de fonctionnement, Wikipédia permet et encourage l'utilisation de ces données par n'importe qui, y compris des acteurs commerciaux. Et donc les LLM sont entraînés massivement sur le contenu de Wikipédia. Alors certains diront que c'est une bonne chose, d'autres une mauvaise chose. Et en plus de ça, même parce que les LM fonctionnent sur un corpus de données où ils se sont entraînés, mais en plus, quand on fait des requêtes, ils peuvent chercher en direct sur Internet. Et là aussi, Wikipédia fait partie en fait des sources les plus citées par les LLM quoi aujourd'hui. Ouais, d'accord. Une autre question par rapport à certaines stats que tu as citées. Tu as dit que c'était le 1er site, à but non lucratif du classement, des sites les plus visités. Tu as une idée d'à quel point il faut descendre dans le classement pour trouver le deuxième? Parce que j'imagine que ça doit être vraiment un Alors, ovni par rapport à ça? oui, je m'étais posé la question et j'avais cherché, mais j'ai plus en tête la réponse à cette question et je me rappelle même plus l'ordre de grandeur parce Ah que ouais, d'accord. justement, ça m'avait. Alors après, attention parce que ça dépend aussi de comment. Voilà, en fait, c'est détenu par une association à but non lucratif. Ouais. Voilà. Après, il y a quand même des salariés, il y a quand même aussi tout un modèle économique derrière Wikipédia, parce que forcément, pour stocker autant de données, ça coûte de l'argent, énormément d'argent. Donc, il y a des centaines de salariés quand même derrière. Donc, c'est pour ça en plus, il faudrait raisonner par rapport, voilà. En tout cas, c'est le seul site dans les 10 premiers détenus par une association à but non lucratif. Après, ça veut pas dire derrière qu'il n'y a pas de l'argent, bien sûr, pour faire tenir le site internet, quoi. Non, mais c'est évident, il y a quelque temps, non, alors j'aurais du mal à ressortir comme ça le numéro de l'épisode, mais ça peut se chercher assez facilement. Ah J'avais oui. reçu Claire Ribouillard qui me parlait de du fait d'entreprendre en association. Où es-tu Claire?
heu, Ça fait partie de ceux que j'ai écoutés, peut-être épisode pas en entier, 26. mais je l'ai écouté, ouais, parce que D'accord, le voilà. concept, m'intéressait bien. Assopreneur, c'est ça? C'est Ouais, son exactement, voilà, ouais. exactement. En plus, elle habite à mi-chemin entre chez toi et chez moi, donc Ah, tu as bien fait d'écouter. Et effectivement, Claire m'expliquait qu'une association à but non lucratif, le modèle est évidemment très différent d'une entreprise où pour le coup, le but est de faire de l'argent, faire du profit. Mais effectivement, il y a des besoins, il y a des besoins en financement. Donc il y a, des modèles économiques dans les associations et aussi. Là, il se trouve que c'est une association qui est quand même très grosse, et donc peut-être que les ordres de grandeur justement sont pas les mêmes. Mais on comprend tout à fait que, qui dit, qui dit but non lucratif ne dit pas, pas d'argent nulle part. bah, toi, tu le comprends tout à fait et c'est super et en plus tu as creusé le sujet avec, une invitée, mais franchement, c'est pas évident pour, monsieur et madame tout le monde parfois et justement, des fois, les gens sont choqués du fait qu'il puisse y avoir des salariés pour gérer ça ou bah, parce qu'en fait, quand on n'y réfléchit pas dans le détail, c'est pas forcément si évident que ça, les modèles économiques derrière. Les gens ne savent pas aussi, que ça coûte de l'argent de stocker des données, par exemple, ça ou en tout cas n'ont pas idée de l'ordre de grandeur qui est, de dizaines, centaines de millions, d'euros par an de budget, quoi. Pareil, moi, D'accord. j'ai pas l'ordre précis, mais on n'est pas sur, 10 000 € de budget pour Wikipédia, quoi. C'est vraiment, Ouais, ouais. voilà, donc il y a un vrai modèle économique derrière, conséquent, quoi. Aujourd'hui, sur Wikipédia, j'imagine qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, hein, donc là, on est en 2025, mais il y a Wikipédia, moi, depuis que je connais ça, depuis, je dirais, je dirais pas loin de 20 ans. Je pense que, ouais, les premiers souvenirs que j'ai avec Wikipédia, c'est autour de 2006, peut-être, quelque chose comme ça. Mmh. L'aspect du site et le modèle, du site n'a pas beaucoup changé. Je te dis ça par rapport aux questions des coûts, du stockage notamment. Mmh. Donc pour moi, Wikipédia, c'est énormément de texte, quelques photos et à ma connaissance, il n'y a pas, par exemple, de vidéo, le truc qui pèse le plus lourd, Mmh. quand tu le stockes, de manière numérique. Hem, Est-ce que c'est toujours le cas? Donc en fait, Wikipédia, c'est une des entités de la fondation Wikimedia qui détient, elle, plein de sites internet différents. Donc tu dois connaître aussi sûrement le Wiktionnaire, un dictionnaire en fait qui est J'ai dû différent. voir passer, mais c'est vrai que Voilà, par rapport à Wikipédia, par rapport à l'encyclopédie, je pense que les autres sites que tu vas me citer vont me sont moins parler connus. plus vaguement. Bien Mmh. sûr. Et par contre, les images ne sont pas stockées sur Wikipédia. En fait, elles sont introduites sur Wikipédia, mais elles sont stockées sur un autre site détenu par l'association qui est Wikimedia. Et donc, sur ce site-là, on peut stocker plein d'informations, de ressources, y compris au format audio et vidéo. Et pareil sur d'autres sites. Donc, c'est pour ça que la fondation Wikimedia, elle gère des données sous plein de sources différentes et qui sont après utilisées dans différents sites Internet qu'elle détient, en fait, quoi. Mais donc oui, c'est vrai, par contre, ce que tu disais, tout à fait, le modèle, la mise en forme, l'esthétique, on va dire, et même ce qu'on appelle l'UX design, n'a pas beaucoup évolué. Aussi parce que ça fait partie, des choses qui, ben, permettent, au maximum de contributeurs de contribuer parce que tout le monde non plus n'est pas un as de l'informatique et c'est compliqué, au-delà de la création de contenu, de comprendre comment on interagit avec l'interface et donc voilà, c'est vrai que depuis le début, les innovations sont mineures sur le plan de tout ce qui est, esthétique, apparence du site internet, quoi. Ouais. Et du coup, donc je te dis, moi, je me rappelle de Wikipédia, aux alentours de 2006, quelque chose comme ça. Depuis quand est-ce que ça existe? Donc c'est 2001 et OK. d'ailleurs par rapport à ce que tu, disais tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport au fait que n'importe qui peut, contribuer, dessus. Justement, avant Wikipédia, il y a eu un autre projet qui s'appelait Nupedia et là, l'idée de ce projet-là, à la base, c'était, vraiment de construire sur internet des encyclopédies, mais qui seraient, elles, réservées, comme les encyclopédies traditionnelles, à des contributeurs avertis, experts dans leur domaine. Et en fait, le projet, pendant un an, n'a pas du tout marché. Enfin, il y avait que très peu de contributions, peu de consultations. Et c'est quand des personnes, on va dire, plus ou moins de ces équipes-là, ont décidé d'ouvrir le modèle et d'arriver avec la proposition de valeur que n'importe qui pourrait contribuer, que c'est là que ça a explosé. Et pour en plus derrière se rendre compte que finalement la qualité du contenu n'a rien à envier aux encyclopédies traditionnelles, quoi.
Alors le fait qu'il y ait, moins de contributeurs à l'époque de comment tu dis? Nupedia? Nupedia, mmh. Ouais. Je le comprends tout à fait. Si on limite à, 1 de la population, évidemment qu'il y aura moins de contributeurs. Par contre, je t'avoue que je suis surpris par le fait que tu me dises ça a décollé, aussi Oui. en termes de visiteurs, une fois que le modèle des contributeurs a changé. Tu as une idée pourquoi? Alors en termes de visiteurs, en fait, tout simplement, c'est aussi les contributeurs sont aussi des visiteurs. Il y a l'effet aussi tout simplement alors j'ai pas là, c'est mon analyse personnelle. Je j'ai pas étudié précisément, le sujet, on va dire, dans le détail. Peut-être qu'il y a des données, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, en fait, dans ce secteur d'activité-là. Donc j'ai pas les retombées, on va dire, de la recherche académique sur ce point précis-là. Mon opinion personnelle, c'est que tout simplement, c'est un effet boule de neige. S'il y a plus de contributeurs, forcément, ils en parlent autour d'eux, ils deviennent à leur tour utilisateurs. Il y a plus de contenu, donc forcément, automatiquement, plus de contenu, potentiellement plus de contenu à voir, donc plus de visiteurs. C'est un peu un effet boule de neige, quoi. Ouais. Ouais, parce que plus de contenu dit un meilleur, je sais pas comment on le dit en français, mais un meilleur SEO, Oui, et donc, référencement. plus pardon? Référencement, merci. Référencement, ouais. Donc effectivement, plus de mots-clés qui vont, potentiellement amener sur Wikipédia et après les peut-être un peu plus de bouche-oreille une fois que les gens commencent à voir à quoi ça correspond. OK, donc c'est très clair. Par rapport à cette question des contributeurs, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as déjà entendu une stat sur le ratio entre, les contributeurs et les visiteurs? Alors, les contributeurs, c'est simple, il y en a, on 16 000 pour la France actifs par mois. 16 000 contributeurs actifs, ça veut dire, qui contribuent au moins une fois par mois et ça peut être, juste pour, modifier une faute d'orthographe une fois par mois, comme à l'autre extrême, des gens qui passent 12 heures par jour à contribuer à Wikipédia, ça existe. Donc voilà, il y a un gros delta. Et Ouais. donc 12 000 contributeurs, faudrait, je sais, dois être bon en maths vu ton cursus, mais si tu rapportes à voilà 16 000 contributeurs actifs par mois par rapport aux 4 millions de visiteurs uniques par jour, je te laisse faire le calcul de Par tête. par jour, ouais. Alors après effectivement c'est pas la même, c'est pas le même, comment dire? La même Oui, temporalité. Mais c'est bon, pour ça. simplifions et disons que que ceux qui sont là une fois par mois en tant que contributeurs, ils sont là tout le temps. 16 000 par rapport à 4 200 250. Je crois que c'est 250. Donc ça veut dire qu'il y aurait une personne sur 250, un visiteur sur 250 qui serait aussi contributeur. Donc ça fait ouais, ça donne un ordre d'idée Oui, c'est un ordre d'idée. du Oui. ratio, ouais. Mais c'est Après, moi intéressant j'aime parce que plutôt oui, oui, après vas-y. moi j'aime plutôt oui par rapport au c'est vrai au après, tu te dis 4 millions de visiteurs par jour, donc en plus, il y a des les gens ne viennent pas forcément tous les jours sur Wikipédia, donc si on pre ce serait peut-être plus juste de prendre finalement le nombre par mois, Ouais, et de faire en fait par rapport au nombre de la population, française. Moi j'avais fait un petit calcul une fois, comme ça, en fait par rapport au nombre d'adultes, actifs en France, et au nombre, je crois que c'est 80 de la population qui va sur internet aujourd'hui, au moins, enfin de manière régulière. Donc, tu peux en fait, je pense que c'est même, le ratio est plus, alors dans quel sens? Vraiment moi les maths comme ça à chaud, c'est très difficile, mais en tout cas, il est plus, écarté. Enfin, il y a encore moins de contributeurs par ouais. rapport au nombre de visiteurs. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense qu'il y a si on demande autour de nous, alors toi, c'est un peu différent, j'imagine, mais si moi je demande autour de moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui me disent: «Bah, moi je contribue, tous les mois» et même je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui me disent: «Moi j'ai déjà contribué». Et toi Alors d'ailleurs? que et bah, non, je crois pas avoir Non? contribué ou alors peut-être qu'on avait testé il y a très longtemps, justement, quand j'ai découvert, donc en 2006, mais si ça fait plus de 10 ans que ou même plus de 15 ans que j'ai pas contribué quoi que ce soit, je me considère pas comme Oui, contributeur bien et en plus, sûr. je suis pas sûr de Mmh. mon coup. Mais ouais, OK. donc très peu et pourtant on voit qu'il y a une quantité de données. Il y a des articles sur, enfin sur des sujets, je sais pas quel est le nombre d'articles en français. Bah, tiens, une autre stat. Est-ce que tu as une idée du nombre d'articles en français? Alors là, franchement, c'est tellement énorme que pareil, j'aurais peur de dire, des bêtises. J'ai même pas l'ordre de grandeur tellement, tellement c'est énorme.
J'aurais peur de te dire des bêtises, donc Mmh. ouais, Bon, je mais préfère m'abstenir. tout ça pour dire que c'est quand même monstrueux le nombre et alors Oui, après c'est vrai qu'il y a des articles qui sont plus fournis que d'autres, mais on imagine la quantité de travail qu'il y a derrière, qui est démentielle, et après bon les pages en français, on peut imaginer que c'est pas fait que par des Français, que c'est fait par des francophones du monde entier, bien sûr. mais Mmh. mais quand même, c'est vraiment pas rien et c'est vrai que d'avoir de savoir qu'il y a par exemple tu dis, 16 000 contributeurs. Donc là, tu me dis en France. C'est pas francophone, c'est Oui. en France? Non, OK. en France, oui. On se rend là, on a déjà un premier ordre de grandeur. Tu vois, moi, je vis dans une commune de Oui. 13 000-14 000 habitants. Je vois un petit peu si tous les gens, du petit bébé aux personnes les plus âgées, si tout le monde contribuait, voilà, ça représenterait un peu ça et c'est vrai que ça fait du monde, mais par rapport à la quantité de données, Mmh. ça paraît pas tant que ça. C'est clair, non, non, c'est pas énorme, sachant qu'en plus dans ces 16 000, il y en a, c'est juste une fois par mois, quoi. Et par contre, il y a un autre, élément aussi, c'est que donc, sur, Wikipédia, il y a les contributeurs lambda et il y a aussi ce qu'on appelle les administrateurs qui n'ont pas de pouvoir éditorial supérieur aux autres. Par contre, ils ont plus de pouvoir technique. Ils peuvent, par exemple, supprimer, certaines pages, bloquer des utilisateurs, et ils ont été élus par la communauté et ils sont eux, une centaine pour Wikipédia en français, donc c'est encore moins et donc ça fait partie en général des membres les plus actifs. Les administrateurs, eux, ils sont sur Wikipédia tous les jours, quoi. Et donc Ouais. ça, ils sont juste 100, une centaine pour Wikipédia en français. Pour Wikipédia en anglais, ils sont beaucoup plus parce que bien sûr, c'est la langue Wikipédia en anglais, c'est la langue où il y a le plus de données. Et puis voilà, il y en a pour chaque version linguistique aussi parce que Wikipédia, c'est vraiment ce modèle-là très décentralisé où chaque version linguistique a son propre mode de fonctionnement et de réglementation, on va dire, quoi. D'accord. Ces administrateurs, c'est aussi des bénévoles? Oui, tout à fait, oui. Les administrateurs, ce sont, des bénévoles. Alors, dans les je ne suis pas sûre que parce qu'il y a donc des salariés de la fondation Wikimedia qui eux Ouais. aussi n'ont toujours pas, hein, plus de pouvoir, éditorial que les autres. Eux, je ne pense pas qu'ils soient empêchés d'être administrateurs s'ils le souhaitent. Donc peut-être que, Oui, OK. voilà, mais en tout cas, c'est une fonction qui est occupée, totalement bénévolement, sans rétribution économique, mais des rétributions, on va dire, indirectes, potentiellement aussi symboliques, voilà, parce que en fait, il faut pas aussi, le dévouement, c'est quelque chose d'important sur Wikipédia, mais en fait, on est des êtres humains et donc quand on contribue même de manière non rémunérée, c'est aussi qu'on y trouve un certain, intérêt et «retour sur investissement» entre guillemets, en termes de ce que ça nous apporte socialement, en termes de statut, en termes d'impression de donner son temps pour quelque chose de collectif, et cetera, quoi. Parce que comme on disait tout à l'heure un peu, voilà, il y a c'est pas pour moi, il y a pas 2 mondes. Le monde, non lucratif, désintéressé, et le monde lucratif, méchant et intéressé, les frontières sont plus, pour moi, voilà, rapprochées. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu m'as parlé de décentralisation. Est-ce que tu peux, creuser peut-être un petit peu ce sujet-là par rapport à Wikipédia? Tu disais qu'il y avait, que par pays, il y avait des règles qui pouvaient être un petit peu différentes, c'est ça? C'est ça. Donc sur Wikipédia, donc ça existe en plus de 300 versions linguistiques, donc plus que des pays, c'est vraiment des langues. Par exemple, Wikipédia en français, en fait, c'est vraiment pour toute la francophonie, y compris certains pays, d'Afrique, voilà, d'Europe et cetera. Et donc chaque, ce qu'on appelle des chapitres sur Wikipédia, c'est-à-dire des versions linguistiques, a son propre mode de fonctionnement à partir du moment où il s'appuie sur les 5 principes, fondateurs, voilà, de Wikipédia, et à partir de là, par exemple, il y a des règles qui peuvent être différentes, qui régissent, par exemple, les contributions rémunérées. Le fait, d'intervenir en étant payé par un tiers. Il va y avoir des règles différentes sur, la syntaxe, par exemple, sur qu'est-ce qu'on a le droit de mettre en gras. Mais, en fait, forcément, il y a des versions qui influencent aussi d'autres versions linguistiques et parfois quand une nouvelle version linguistique peut, se créer, on s'appuie aussi sur l'expérience des autres. Donc le fait d'être, décentralisé, c'est que vraiment, chaque version linguistique décide de son propre sort mais ça ne veut pas dire qu'elle, collabore pas avec les autres et qu'elle s'en inspire pas.
C'est vraiment 2 choses, différentes, quoi. Comme les pays qui fonctionnent de manière, voilà, fédérale, les prises de décision se font, à chaque, endroit géographique, comme sur Wikipédia, bah, voilà, à chaque version. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des synergies et qu'on, n'échange pas ensemble pour, aussi voir qu'est-ce qui marche mieux ailleurs, comment on pourrait s'inspirer des autres. Mmh. Bon, tu dit des mots qui m'ont parlé profondément. Tu as dit que Wikipédia avait 5 principes fondateurs. Mmh. Tu te doutes que tu te doutes que je veux connaître ces principes fondateurs? Oui, donc en fait, déjà, les principes fondateurs, l'idée, c'est, n'importe qui peut les principes fondateurs, je te donne la terminologie exacte, c'est principes fondamentaux, je crois, pour, les Ah bah, c'est retrouver. encore Parce mieux. que ce qui est bien avec, Wikipédia, c'est que, tout est, oui, non, principes fondateurs. Tout c'est bien, principes fondateurs. Tout est tracé, sur, Wikipédia. Tout est accessible, à n'importe qui pour justement, progresser, s'informer et les articles qu'on consomme, nous, sur Wikipédia, c'est que 20 de tout le contenu de Wikipédia qui est finalement plutôt des pages explicatives comme celle-ci sur les principes fondateurs, et plein d'autres pages explicatives qui expliquent comment, contribuer, quoi. Donc du coup, alors les principes fondateurs, c'est assez basique, hein, je les ai sous les yeux pour pas voilà, pour pas mais c'est, voilà, le un des principaux et qui est souvent, mis à mal, c'est ce principe de neutralité de point de vue. Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle? La Si, neutralité de point de vue? c'est quelque chose qui me parle, mais du coup, je suis curieux de savoir comment il est, noté ce principe-là, Ouais. sur Wikipédia. Alors, je peux te dire mon interprétation à moi, voilà, enfin mon interprétation, comment moi j'essaie de visualiser avec. Et puis après, les gens qui voudront s'y référer avec les termes Wikipédia pourront aller voir. Donc, je crois que c'est le deuxième principe fondateur, donc la neutralité de point de vue. Donc, la neutralité de point de vue, c'est pas, contrairement à ce que certains croient, essayer de donner un point de vue neutre sur un sujet. C'est essayer de présenter tous les points de vue sur un sujet. C'est vraiment une nuance qui est importante et aussi de les pondérer au regard de comment ils existent dans l'opinion publique et comment ils sont traités médiatiquement. Donc c'est vraiment, un point important parce que, par exemple, moi un sujet que j'ai bien connu de par ma 1re formation initiale, c'est sur Wikipédia, tous les articles consacrés à des, médecines alternatives. Par exemple, la réflexologie plantaire, bon et ben, il y a des études scientifiques qui essaient d'évaluer les effets, de la réflexologie plantaire et qui concluent en général que, voilà, quand on essaie de la comparer à d'autres techniques ou en aveugle et ben, ça ne montre pas d'effet. Mais il y a des personnes qui croient profondément en l'efficacité, de la réflexologie. Et donc même si l'étude scientifique conclut en une inefficacité de la réflexologie plantaire, du fait qu'il y ait un traitement médiatique important consacré à la réflexologie plantaire, y compris, positif et que voilà, certaines personnes, estiment que ça fonctionne, eh bien, être neutre sur l'article Wikipédia sur la réflexologie plantaire, ça ne veut pas dire, juste citer les études scientifiques, par exemple. Ça veut dire accepter, exprimer le point de vue de ceux qui remettent en question, par exemple, ces études et cetera, mais de manière pondérée. C'est-à-dire que, voilà, faut essayer de chercher un équilibre et que l'article, il fasse pas, par exemple, 95 centré sur, voilà, les réflexions positives sur la réflexologie et puis, 5 sur les critères scientifiques. Mais c'est très difficile ça, il n'y a pas d'équilibre, parfait pour ça. C'est vraiment une intention plutôt qu'on doit chercher, plutôt que un résultat qu'on doit atteindre. Et alors, comment essayer de la juger, cette pondération? Hem, il y a des critères un petit peu solides, sur lesquels, on s'appuie pour dire, eh bah, je sais pas moi, sur l'exemple que tu as donné, par exemple, le point de vue scientifique, déjà, je sais pas moi, 95 des études, sont d'accord, on n'arrive pas à dégager d'effets mesurables, répétables et puis peut-être 5 sont, pas trop montrent pas exactement la même chose parce que ça arrive, hein, en sciences, sinon, il y a beaucoup de sujets en sciences qui évoluent, alors, plus ou moins rapidement, mais le but, c'est d'arriver à montrer que quelque chose n'est plus vrai. Hem, donc il y a ce côté-là. Après tu me dis, il y a tous les points de vue, on va dire, plus anecdotiques. Hem, Comment est-ce qu'on arrive à savoir quel est
quelle part prennent, chacun de ces points de vue, on va dire, pour faire très simple. On va parler de point de vue. Comment est-ce qu'on le mesure ou est-ce qu'on le fait un petit peu au ressenti par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a lu? Comment ça se passe? Mais en fait, le critère final, c'est comment, la communauté des contributeurs va réagir à la façon dont sont exprimés ces points de vue. Et qu'est-ce qui va permettre de trancher? C'est justement comment la page évolue par rapport au ressenti subjectif de tout un chacun et de, bah, voilà, les gens qui sont intéressés par ce sujet-là, que ce soit d'un point de vue, critique ou, parce qu'ils sont des professionnels de cette pratique-là, ou ce sont des gens juste intéressés par la médecine en général, ou ce sont des contributeurs, lambda qui tombent par hasard sur cette page. En fait, c'est le mélange de ces personnes qui va conduire à faire évoluer la perception en fait qu'on a du traitement du sujet. Et c'est pour ça que on peut pas, la neutralité de point de vue, elle n'est pas objective. C'est-à-dire que on pourra toujours mieux faire, on pourra toujours tendre vers mieux, et c'est vraiment de la responsabilité des personnes qui tombent sur la page d'essayer d'améliorer selon elles, leur propre perception de la couverture du sujet dans les médias autres que sur Wikipédia, parce que Wikipédia doit bien sûr toujours s'appuyer sur des ressources académiques ou des médias, et pas, par exemple, toi, tu arriverais et tu dirais, bah moi les articles scientifiques sur la réflexologie et je pense que voilà, il y en a 95% qui sont favorables et 5% qui sont favorables. On va pas écrire ça, bien sûr, sur Wikipédia. Ça a même un nom, ce serait du travail inédit. Ça veut dire que toi, tu arrives avec ton a priori, on va dire, personnel, ou le fruit de tes recherches personnelles, mais non publiées, non soumises à une relecture, par exemple, dans un article scientifique ou à des journalistes qui, eux, vérifieraient potentiellement les informations. Ben, ça n'a pas de valeur pour Wikipédia. Donc, tu peux éventuellement le dire en page de discussion, parce que chaque page sur Wikipédia a, quand on va dessus, on voit un onglet discussion et on peut là venir discuter pour essayer de voir comment faire évoluer l'article, mais ça n'a pas lieu de figurer sur vraiment le corps de page, quoi. Ouais, donc je vais essayer d'interpréter un petit peu ce que je comprends. Tu vas me dire si je suis à peu près dans la bonne voie. Un article, Wikipédia a subit une sorte d'évolution un petit peu, à la Darwin, avec des stimuli, on va dire, d'une nouvelle personne qui va alors la 1re personne va peut-être créer quelque chose, donc voilà, on va avoir un point de départ et puis après il y a ça va toucher un autre contributeur qui va dire: «Ah ouais, mais alors là, je suis pas d'accord, je vais pousser un petit peu dans tel sens» et puis quelqu'un d'autre va dire: «Bah, je suis plutôt d'accord avec le premier ou plutôt avec le deuxième» et au bout d'un grand nombre de répétitions, on va tendre vers une sorte de représentation du médiatique, notamment médiatique scientifique et cetera, tout ce que tu nous disais tout à l'heure, pardon, qui représente assez bien la situation, l'environnement, j'ai envie de dire, pour reprendre des termes de l'évolution, l'environnement actuel. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe? Tout à fait, je ne pourrais pas dire mieux. Oui, oui, c'est exactement ça, vraiment, et surtout, il y a pas c'est jamais figé, c'est-à-dire que ça pourra toujours évoluer, vers le mieux, en fait. Et pour ceux qui jugeraient, parce que moi, j'ai souvent ça quand je parle aussi de Wikipédia, j'ai lu des articles, c'est nul, c'est trop orienté. Mais en fait, contribue. Contribue, on n'attend que toi, en fait. Si tu estimes que, ce n'est pas assez neutre, en fait, libre à toi d'intervenir dessus, pour, participer et faire évoluer les choses, plus favorablement. Donc c'est vraiment exactement ce que tu dis, ça évolue au fil du temps et c'est de la responsabilité aussi de tout un chacun, bah, de potentiellement, faire évoluer dans un sens qui nous semble, plus juste et plus pertinent, si on estime que, c'est, pas assez, justement, le point de vue, de neutralité n'est pas assez, respecté. Alors, je me pose une question là. Est-ce que à l'échelle de allez, à parler par chapitre, hein, je crois que tu as dit que ça s'appelait par rapport à une langue, c'est un chapitre, c'est ça? Tout à fait, Est-ce oui. qu'à l'échelle d'un chapitre, tu penses qu'il y a des gros risques qui soient par exemple, très colorés politiquement? C'est-à-dire que les contributeurs qui sont déjà là soient très orientés dans un sens ou dans l'autre. Donc je te parle de politique, mais ça peut être sur plein de sujets. Et si oui, comment est-ce qu'on limite ça? Est-ce qu'il y a une volonté de la part d'instances à Wikipédia, par exemple, justement de chercher, peut-être que je m'exprime mal, mais à optimiser cette neutralité, cette recherche Bien de sûr. de neutralité? Mmh.
C'est quelque chose qui est complètement documenté et qui est un secret pour personne, que bien sûr c'est très orienté, politiquement. Wikipédia, on va plutôt être en faveur de thèses plutôt de gauche. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui va de soi et aussi, qui est orienté dans le sens où, les femmes, par exemple, vont bien faire moins l'objet de d'articles. Les biographies, c'est, 80 d'hommes, 20 de femmes. Mais en fait, c'est aussi un reflet de la société en général. C'est-à-dire que les médias vont moins s'intéresser aux femmes, mais aussi les femmes vont faire moins de métiers qui font l'objet d'une reprise dans les médias. Enfin, c'est tout un cercle un peu qui est comme ça. Même chose pour les pays. Par exemple, l'Afrique, c'est quand même 10% des pages en français sur Wikipédia, tout ce qui concerne l'Afrique, mais très très peu par contre sur la science en Afrique. Et donc Wikipédia, conscient bien sûr de ces biais-là, met en place plein de choses avec donc son association, notamment d'essayer de promouvoir la contribution en Afrique en finançant voilà des projets dans des associations locales, on va dire, de promotion de Wikipédia en Afrique. Même chose pour cette histoire de biographie massivement d'hommes. Il va y avoir des associations de femmes qui s'appellent par exemple le projet Les 100 pages qui vont essayer de promouvoir avec aussi des subventions parfois et de pousser à l'écriture de plus de pages de femmes. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place en interne, au sein, on va dire, de l'institution Wikimedia. Et puis après, il y a aussi, voilà, il y a les médias qui, je ne sais pas si tu as déjà vu passer, c'est un peu un marronnier dans les médias de justement dire que voilà, il y a des soucis sur Wikipédia par rapport à une vision trop politiquement colorée de certains sujets. Il y a eu il y a quelques mois Le Point par exemple qui s'en est vraiment pris parce qu'ils trouvaient que voilà leur page n'avait pas un traitement juste par rapport à à la page d'autres médias qui seraient voilà d'une autre coloration on va dire politique. Donc c'est un peu un marronnier aussi dans la presse, mais pourtant moi j'ai l'impression de dire c'est parce qu'on confond justement avec cette idée de principe de neutralité. Il me semble que sur Wikipédia, personne n'a la prétention, ou très peu en tout cas, de dire que Wikipédia est neutre. C'est juste un principe vers lequel on essaie de tendre, mais ça ne veut pas dire que le résultat est parfait, quoi. Ouais, c'est très intéressant et ça ramène peut-être au sujet qui me parle le plus et pareil, qui est un principe aussi, la recherche de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de tendre vers quelque chose qui est, aussi vrai, aussi juste que possible. Je pense que c'est ce que cherche à faire, la science en permanence. Je pense qu'à ma micro-échelle, c'est ce que je cherche à faire moi pour ma propre vie et puis un petit peu via principes fondamentaux. Et je suppose que c'est ce que vous cherchez à faire à Wikipédia, à l'échelle globale évidemment. J'imagine qu'il y a des gens parmi les très nombreux contributeurs qui veulent, qui veulent peut-être comme dans toute, société humaine, qui veulent peut-être, faire pencher la balance, qui veulent peut-être, voilà, si on le voit un peu négativement, peut-être se venger. J'imagine qu'il doit y avoir des instincts comme ça, des envies comme ça. Mais c'est très intéressant ce côté ultra collectif, de la même manière que, si je reviens à mon analogie avec l'évolution, ici alors le temps joue un rôle, mais c'est les contributions qui jouent le rôle du temps qui passe et des générations qui passent, quand on parle d'évolution. Heu L'évolution, ça se fait pas sur, un individu. Ça se fait sur, des générations, des dizaines, des centaines de générations, peut-être des milliers de générations. Là, j'imagine que ça correspond à des dizaines, des centaines, des milliers de contributions sur un article qui vont, d'après ce que tu nous expliques, qui vont faire tendre l'article vers quelque chose qui représente un petit peu mieux la réalité, du sujet dans les années, évidemment, hein, dans les années 2020, voilà. J'imagine que, tu prends le même article dans 10 ans, il aura pu évoluer, mais pas forcément parce que ce qui a été dit à l'instant T était faux, mais aussi parce que, i le sujet évolue aussi. Mmh. Au-delà du texte, au-delà de l'article qui peut évoluer, le sujet évolue et donc voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est ta vision de cette question de la recherche de vérité. Toi qui es du coup alors on va parler après, hein, quand même un petit peu de toi, ce que tu fais par rapport à Wikipédia évidemment. Mais, cette question de la recherche de la vérité, qu'est-ce qu'elle t'évoque?
par rapport à ton travail avec Wikipédia ou par rapport à Wikipédia en général, aux gens avec lesquels tu interagis? Parce que j'imagine que tu dois interagir avec des gens vu que tu es quand même vachement impliqué dans le projet. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce terme-là de recherche de vérité? Ouais, bah, c'est sûr, comme tu dis, qu'il y a bien sûr plein de personnes différentes qui ont, des intérêts à ce que, il y ait certaines choses qui soient dites sur Wikipédia plus que d'autres, notamment aussi les personnes politiques. Par rapport, voilà, avant les campagnes électorales, il y a toujours des surveillances qui se mettent en place un peu sur certaines pages Wikipédia parce qu'on sait que, voilà, les équipes, les directeurs et directrices de cabinet, les assistants parlementaires, voilà, vont pouvoir intervenir dessus, mais pas que dans le secteur politique, hein, dans vraiment, tous les secteurs. Donc ouais, bah, recherche de la vérité, pour moi, c'est encore une fois, c'est la vérité qui est mieux à même de trancher que, le plus grand nombre possible de gens pour, essayer de tendre vers ça, en fait. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être un point de vue personnel parce qu'il y a certains qui peuvent défendre que non, ça devrait être justement, des experts, élus, voilà. Mais, c'est, sur Wikipédia, ce qui a été décidé collectivement, ce qui a fini par marcher, c'est justement que ça ne soit réservé à personne et y compris, et ça c'est un point important, à des gens qui ont un lien d'intérêt avec le sujet sur lequel ils interviennent. Ça, c'est on peut faire l'analogie aussi avec par exemple, les revues, les magazines dans le secteur de la santé. Il y a certaines revues scientifiques, magazines destinés par exemple aux médecins qui interdisent, la rédaction d'articles par exemple, des médecins qui seraient en partie financés par, des industriels, qui produisent certains médicaments. Et à l'inverse, il y a des revues comme Prescrire, dont je suis aussi, une des relectrices, qui est la principale, revue, médicale destinée donc aux professionnels de santé, qui elle, donc qui est financée uniquement par ses abonnements et qui elle a décidé au contraire de laisser contribuer, y compris les personnes qui ont des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts, à condition, qu'ils soient, déclarés et que en fait, comme les articles sont relus par plein de personnes différentes, bah, ils estiment que ça apporte plus quelque chose que les personnes qui ont des liens d'intérêt contribuent quand même, à condition de faire preuve de transparence et que surtout ça soit relu par d'autres personnes parce que le fait que ce soit, ben, relu par le plus grand nombre de personnes limite, ce biais-là et qu'à l'inverse interdire, censurer en quelque sorte, l'opinion, enfin l'intervention de certaines personnes pourrait, causer plus de mal que de bien. Donc c'est un peu un parti pris idéologique et moi forcément en étant contributrice depuis plus de 10 ans sur Wikipédia, c'est que, bah, en fait, moi, je crois, j'adhère beaucoup à cette idée-là que, y compris quand on a un conflit d'intérêts, on devrait pouvoir intervenir librement à condition, voilà, de faire preuve de transparence et de rester ouvert au fait que nos contributions peuvent bien évidemment, être critiquées et améliorées. C'est plutôt une bonne chose. Ce que ça m'évoque là, ce que tu viens d'expliquer, c'est le concept, dont on entend beaucoup parler et notamment, moi, j'entends beaucoup parler, par rapport à ce qui se passe depuis quelques années outre-Atlantique, par rapport à la liberté d'expression. Mmh. Tu as parlé de censure, d'un côté, tu as parlé de conflit d'intérêts de l'autre. Mmh, c'est c'est, hem, c'est des questions qui sont quand même très profondes, sur lesquelles, sur lesquelles c'est assez difficile de trancher, parce que moi je vois un petit peu tout comme des spectres, si tu veux. Je vois pas trop de noir et de blanc. Mmh, je vois des teintes de gris et je pense que d'arriver à réfléchir comme ça, je pense que ça aide à pas tomber dans les extrêmes, à écouter l'autre et à se dire: «Bon, bah, où est-ce que je mets la frontière?» Où est-ce que je me dis: «Bah, là c'est trop, sur mon spectre», qui peut être droite à gauche, de haut en bas, peu importe. Parce que droite-gauche, on pense tout de suite à la politique et c'est pas le moi je ma vision des choses, elle est plus large. Hem, où est-ce que jusqu'où on peut dire ce qu'on veut? Et à l'opposé, voilà, où est-ce qu'on met le spectre? Et je pense que, où est-ce qu'on met, pardon, le curseur sur le spectre? Et à l'opposé, effectivement, est-ce qu'on laisse parler tout le monde? Ça a l'air d'être une bonne chose, mais effectivement, si est-ce qu'on laisse parler les gens qui vont chercher à nous manipuler? Parce qu'il peut y avoir de ça. On peut être de plus ou moins bonne foi, mais on sait que dès qu'on a un conflit d'intérêts, il y a ce risque, que le mot d'ordre soit
soit certes orienté et potentiellement manipulateur. Hem, Toi, tu nous dis que, toi et du coup Wikipédia, vous nous dites, que vous cherchez justement à laisser parler tout le monde et par contre à créer le débat, à créer le discours pour que pour qu'émerge, hem, une sorte de, je sais pas si c'est le bon terme, une sorte de consensus, heu, à l'instant T qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est des réflexions qui sont importantes d'avoir, notamment à notre époque où c'est quand même facile de communiquer. Pas forcément facile de se faire entendre, mais c'est facile de communiquer et donc je pense que c'est très intéressant qu'on en parle à travers ce prisme, qu'est Wikipédia. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à Oui. ça? Ouais, alors vas-y. Oui, je veux bien. Deux petites choses. Juste déjà, vraiment, je parle vraiment en mon nom. J'aimerais surtout pas parler au nom de Wikipédia parce que, enfin voilà, c'est énormément de personnes différentes. Je fais pas, d'ailleurs, j'ai aucun lien avec la fondation Wikimedia ou voilà, j'en fais pas partie et je la représente pas. Donc vraiment, juste pour dire qu'ici, j'exprime juste mon point de vue, mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que sûrement d'autres personnes pensent comme moi au sein de Wikipédia, mais je pense qu'il y a des opinions très très divergentes sur Wikipédia, y compris au sujet de la liberté d'expression. Je pense que c'est vraiment mon point de vue que j'expose là et qu'on voilà, il y a quand même un beau spectre de contributeurs différents. Donc voilà, j'aimerais pas dire que tout le monde pense comme moi sur Wikipédia. Et l'autre point, je sais pas, comme tu as un cursus, je sais, de physicien de formation, est-ce que tu connais le philosophe, le physicien, pardon, Jean Brimond? Non, pas du tout. Non? OK. Le nom Ouais, me dit c'est un rien. OK, c'est un physicien, assez connu, et il a notamment écrit un livre qui s'appelle La République des censeurs, où il présente sa thèse justement sur la liberté d'expression et lui, il prône, une liberté d'expression absolue comme, un autre, Noam Chomsky, ça te parle peut-être plus, un intellectuel aux États-Unis? Non? Non, pas comme ça là. OK. Bon, enfin voilà, c'est des théoriciens, on va dire, qui ont eu, eux, exprimé, cette vision-là de la liberté d'expression et moi, je me retrouve pleinement, je crois que j'ai lu 4 ou 5 fois le bouquin de Jean Brimond, La République des censeurs. Je trouve c'est un court essai en plus et franchement, je ne vois pas comment enfin, on peut pas adhérer à ce non, non, si, je vois très bien et c'est important justement, de pouvoir discuter avec tout le monde de ça mais donc ouais, voilà, moi, c'est vraiment ma vision mais tout à fait. Enfin voilà, là, c'est un sujet qui va bien bien au-delà de Wikipédia, la liberté d'expression et dont je suis juste une curieuse, mais j'ai pas de background particulier pour argumenter sur ce sujet-là, quoi. Au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Mais c'est déjà beaucoup, hein. Moi, dans Principes fondamentaux, je reçois pas que des professionnels, d'un domaine. Je reçois aussi des passionnés et puis justement, même sur un sujet, sur un thème central sur lequel la personne peut être professionnelle d'ailleurs. Après des fois on va bifurquer un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui va ressortir qui va m'intéresser. Hem, je moi ce qui m'intéresse et je pense que du coup là c'est un point commun avec ce que tu es en train d'expliquer, c'est de discuter avec les gens. Moi je connais rien sur quasiment tous les sujets que j'aborde sur Principes fondamentaux, mais par contre, j'essaye de faire preuve un peu d'esprit critique, d'essayer de me dire: «Ah là, il y a un truc que je comprends pas», 2 possibilités si je le comprends pas, soit c'est que j'ai besoin qu'on m'explique, un peu plus ou d'une autre manière ou voilà, soit c'est qu'il y a anguille sous roche et il y a un truc qui va pas. Mais voilà, donc je vois les choses un petit peu de la même manière. Moi, je suis prêt à entendre quasiment n'importe quoi, j'espère en tout cas. Mais par contre, je ne suis pas prêt à croire n'importe quoi sans explication. J'ai un petit peu l'impression que ce que tu m'expliques par rapport à Wikipédia et tu me disais: «Oui bon, je veux nuancer parce que quand tu dis que, quand» donc tu dis que moi je tu fais référence à ce que j'ai dit, sur le fait que, toi tu as l'air de penser que, il vaut mieux, laisser parler tout le monde et après, laisser le discours s'implanter. De la même manière que Wikipédia, vu les règles qui sont mises en place. Voilà, c'est ce que j'en ai interprété. Heu et ben, je pense que, voilà, moi, j'ai un peu la même vision des choses, avec le risque évidemment que, un jour, c'est peut-être déjà arrivé, je tombe sur quelqu'un de beaucoup plus malin que moi qui arrive à m'embrouiller et à me faire croire un truc que j'aurais pas cru, sinon et je pense qu'il y a un peu le même risque, sur ces plateformes où il y a une liberté d'expression,
très poussé vers oui, on peut dire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du discours. C'est que des fois, bah, on se laisse, on une personne, un groupe de personnes, une majorité de personnes se laissent, influencer, manipuler et je pense c'est pour ça que quand je parle de spectre, je pense qu'il y a peut-être une limite quelque part ou en tout cas c'est comme ça que je verrai les choses. Mais du coup, je vais être obligé de lire de lire le livre de Jean Brimond là dont tu me parlais parce que justement j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là et d'ouvrir, ma réflexion sur ce thème. Eh bah, oui, oui et c'est vrai enfin moi vraiment je l'ai eu il y a quelques années, c'est vraiment super intéressant et après les risques que tu évoques, je pense que enfin, il y a toujours des risques, mais ils sont valables aussi si on serait dans une société ou une plateforme en ligne qui serait très autoritaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une personne qui fait figure d'autorité qu'elle peut pas elle aussi, exposer et nous faire croire des choses qui seraient, fausses en fait, quoi. C'est pas spécifique pour moi au fait que n'importe qui puisse prendre la parole sur un sujet-là. Et puis par contre, ce que tu dis, c'est complètement vrai. On se rend compte parfois au bout de 10 ans qu'il y a, par exemple, des pages Wikipédia qui ont été créées sur des choses qui n'ont jamais existé. Bon, bah voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Il y a plein de problèmes. Il y a aussi des erreurs sûrement factuelles sur beaucoup de pages. Mais en fait, le fait que ce soit des experts qui prennent la parole ne permettrait pas de garantir plus a priori, en tout cas dans les études comparatives qu'il y a, parce qu'il y en a en fait, il y a des chercheurs qui se sont entre guillemets «amusés» par exemple pendant la période du Covid-19 où il y a eu, bah, beaucoup de contributions sur Wikipédia, notamment sur les sujets en lien avec le coronavirus, les maladies, impactantes et cetera et ils ont essayé d'évaluer, qualitativement, la qualité justement des informations sur Wikipédia par rapport, à la qualité des informations dans, les revues à comité de lecture, publiées, voilà, dans la littérature académique et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que, bah, il y avait, le même degré, de qualité, sur Wikipédia, y compris pendant cette période un peu, à chaud où on aurait pu penser que justement, en plus avec toutes les controverses qu'il y a eu sur les vaccins et cetera, bah, Wikipédia aurait pu être influencé, dans un sens que dans l'autre, et donc globalement la qualité est bonne. Après si on va chercher dans le détail, par exemple, donc dans le secteur de la santé, il y a des études qui comparent sur des sujets très particuliers, par exemple la rééducation du périnée ou des choses très particulières. Bah oui, sur certains sujets, on se rend compte que la qualité est peut-être inférieure sur certains sujets. Mais de manière globale, en tout cas, voilà, dans les études comparatives qu'il y a, rien ne laisse penser que la qualité scientifique, donc au-delà là des prises de position politiques, serait inférieure sur Wikipédia que sur les encyclopédies conventionnelles ou même dans les revues scientifiques, quoi. Alors, ce que tu disais par rapport à certains articles qui sont de qualité inférieure, est-ce que l'exemple que tu avais là, est-ce que tu penses que c'est du fait, qu'il y ait peut-être pas eu assez de contributions et donc d'aller-retour ou est-ce que c'est une autre raison? Oui, ben là, par exemple, en l'occurrence, enfin, les articles où on se rend compte 10 ans après, si on se rend compte 10 ans après qu'ils ont créé, qu'ils étaient basés sur rien, c'est aussi qu'ils ont été très peu consultés. Et du coup, est-ce que c'est vraiment un problème finalement si personne ne les a vus et qu'on se rend compte qu'au bout de 10 ans qu'ils s'appuyaient sur rien, si finalement ils ont été peu consultés, ben en fait, voilà, c'est inhérent au mode de contribution. Si personne ne contribue dessus et si personne ne va dessus, on peut effectivement avoir des articles qui sont obsolètes ou voilà, moi qui interviens beaucoup sur les pages Wikipédia d'entreprise aussi, bah, parfois rien ne va, mais c'est valable aussi pour, des vieux sites internet, ou des vieux blogs, où rien ne va aussi parce que personne n'est passé dessus pour mettre à jour le contenu parce que finalement ça n'intéresse pas grand monde, de marquer les évolutions et d'améliorer le contenu de cette page-là, quoi. Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre le nombre de visites d'un article et le nombre de contributions? Ou est-ce que tu peux avoir des articles qui sont très, très vus et quasiment jamais modifiés? Non, enfin là, j'ai pas lu des études statistiques précises sur ce sujet-là, même si je pense qu'on pourrait en trouver vu que on a accès aux statistiques à la fois donc de visites par jour, c'est public, hein, sur n'importe quelle page Wikipédia, on peut aller voir en direct, dans les statistiques de consultation combien de fois elle est vue par jour et on peut aussi aller regarder le nombre, de contributeurs sur la page sur une échelle de temps. Donc on pourrait, si tu veux, faire les calculs pour, retrouver ça. J'ai pas la donnée en tête, juste de mon point de vue, de mon expérience
expérience, il me semble que c'est vraiment corrélé et c'est Ouais. clairement corrélé, bien sûr, parce que forcément une page qui est voilà, qui est beaucoup vue, les contributeurs avertis sur Wikipédia aussi le voient. Comme je te disais, par exemple, en période électorale, par exemple, en vue des élections présidentielles de 2027, il y a déjà plein de pages qui ont été, créées, qui vont être beaucoup vues, qui sont déjà beaucoup vues et donc forcément, ça incite les contributeurs de Wikipédia à les surveiller, à mettre des alertes dessus, et donc à contribuer plus du fait qu'elles soient aussi plus vues, quoi. D'accord. Bon, on a fait le tour de pas mal d'éléments là sur ton explication de Wikipédia. Je reviendrai peut-être sur certains sujets qui m'intéressent plus fortement encore, un peu plus tard. Mais, je crois qu'il est temps un petit peu que tu nous parles de toi. Tu nous dises ce que tu fais avec Wikipédia déjà. Peut-être qu'on peut commencer par là et puis après on voit où on se dirige. Si tu veux. Bah oui, donc moi je suis, donc contributrice bénévole, hein, comme la plupart des gens, sur Wikipédia depuis, début des années 2010 et en fait, il y a quelques années, j'ai décidé d'en faire, mon métier finalement parce que je me suis rendu compte, autour de moi qu'il y avait, quelques copains, enseignants, chercheurs à la fac qui me disaient: «Mais toi qui te contribues beaucoup à Wikipédia, enfin, tu penses que je pourrais avoir, ma page, voilà, tu penses que ce serait pertinent? Bon, c'est pas que je veux me mettre en avant, mais bon, quand même, je vois un tel, il a sa page, moi j'ai pas ma page». Et du coup, voyant que des personnes qui étaient, vraiment pas, forcément, intéressées par le fait de gagner en notoriété, pour elles-mêmes, mais qui étaient plutôt, intéressées pour, mettre en avant finalement, enfin, les théories ou les sujets sur lesquels elles travaillaient, se poser la question comme ça d'intervenir sur Wikipédia pour elles sur elles et pour nous, sur Wikipédia pour elles, je me suis dit: «Mais attends, si même eux, se posent cette question-là, c'est probablement que dans d'autres secteurs d'activité et tout, il y a vraiment des gens qui doivent être en demande d'une intervention, voilà, sur Wikipédia». Et donc j'ai creusé le sujet, j'ai regardé, ce qui se faisait notamment aux États-Unis parce que souvent, les États-Unis, bah, voilà, ont un peu d'avance sur nous en termes d'activité professionnelle notamment et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, là-bas, heu, des boîtes avec des dizaines de salariés qui, aidaient les professionnels à intervenir sur Wikipédia en étant rémunérés. Les professionnels, les institutions et en plus que l'un des fondateurs d'une de ces, entreprises aux États-Unis était l'un des plus gros contributeurs à Wikipédia en anglais, et le faisait en toute transparence. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé sur Wikipédia en France, personne en fait, il y avait plein d'agences de communication comme ça qui accompagnaient, les professionnels sur Wikipédia, mais en douce, en cachette, sans faire preuve de transparence contrairement à ce que propose, demande Wikipédia. Et donc moi, je me suis dit: «Allez», en fait, j'adorais contribuer à Wikipédia, mais bah, voilà, ça prend du temps, bénévolement, bah, ça a des limites et je me suis dit: «Mais attends, il y a l'air d'avoir un vrai besoin pour accompagner aussi les professionnels sur Wikipédia de manière, rémunérée». Moi, j'adore faire ça, je pense que je suis pas trop mauvaise et bah, je vais me lancer là-dedans, en fait. Je vais tester et puis on va voir ce que ça donne et en fait, il y a un vrai besoin et l'idée vraiment, c'était d'y aller par contre en essayant de respecter au mieux les principes fondateurs de Wikipédia et notamment les règles qui régissent ce qu'on appelle les contributions rémunérées. C'est-à-dire quand tu interviens avec un conflit d'intérêts, tu peux, mais à condition, bah, de le déclarer, et bien sûr de respecter au maximum les bénévoles sur Wikipédia et d'essayer d'être, dans une recherche de consensus comme tu l'as, expliqué, tout à l'heure, quoi. Ça apparaît où cette déclaration par rapport à quand il y a un conflit d'intérêts? Ouais, donc en fait, ça pareil, chaque chapitre sur Wikipédia a, on va dire ses exigences spécifiques par rapport à ça. Sur Wikipédia en français, on te demande de le faire, à au moins un des 3 endroits suivants, qui sont ta page de profil utilisateur. Parce que quand tu interviens sur Wikipédia, tu peux avoir un compte, créer un compte. Donc on te demande d'en créer un dans ce cas-là et tu peux avoir un profil d'utilisateur où tu dois écrire, voilà, que tu interviens, pour le compte de, par exemple, telle entreprise ou telle institution. Sur ta page utilisateur ou sinon tu peux le faire dans la page de discussion. Donc on en parlait tout à l'heure, sur toutes les pages sur Wikipédia, il y a un onglet discussion et donc là tu peux l'écrire à ce moment-là
ou tu peux aussi l'écrire au choix à un troisième endroit qui est que quand tu modifies une page, tu as un petit encart où tu peux écrire pourquoi tu as modifié cette page et tu peux aussi l'écrire à un de ces trois endroits-là. Donc voilà, c'est transparent, surtout quand même pour les contributeurs habitués. Parce que quelqu'un qui, comme toi, navigue sur Wikipédia, je pense que tu tu t'es jamais penché là-dessus, t'as pas forcément allé souvent sur les pages de discussion. Donc c'est quand même Non. pas un truc ultra, voilà, transparent quoi. Enfin, c'est transparent, mais il faut le chercher quand même. Ouais, 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 ouais. Ouais. Disons qu'il y a l'info, mais qu'elle ne te saute pas aux yeux quand tu tombes sur l'article la première fois. C'est ça, parce que l'idée, encore une fois, de Wikipédia, c'est vraiment pas de mettre en avant qui contribue, que ce soit un expert ou quelqu'un qui a un conflit d'intérêt, mais plutôt le contenu en lui-même, quoi. Mmh. D'accord. Tu dis que tu contribues depuis 2010, je crois, à peu près. Tu contribuais sur quoi avant de te professionnaliser là, comme tu es en train de nous expliquer? Bah, sur tous les sujets, comme un peu tous les contributeurs, je crois, sur Wikipédia, les sujets d'intérêt, on va dire, personnel et des sujets sur lesquels j'avais l'impression que par rapport à la moyenne lambda, j'avais un petit peu plus de connaissances ou je savais mieux où chercher l'info. Donc moi, c'était la santé, parce que j'ai été kiné pendant 11 ans. Principalement la santé, la politique aussi, parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup, certains sujets en politique, et puis mes lieux de vie, tout simplement. La Savoie, l'Ardèche. D'accord, d'accord. Et tu as une idée du nombre de contributions que tu as fait en 15 ans? Alors, on peut l'avoir, ça aussi, c'est tracé sur Wikipédia. N'importe qui peut savoir sur un utilisateur combien il a fait de contributions. Et je t'avoue que je sais pas du tout. J'ai encore une fois, je pense que j'ai un problème avec les ordres de grandeur parce que je saurais pas te dire. Bon, c'est en plusieurs centaines, c'est sûr. Mais bon, en fait, Wikipédia te compte une contribution même quand parfois tu modifies une faute d'orthographe. Tu vois, tu enlèves Ouais, un S en trop. Donc voilà, des pages, j'ai dû en créer plusieurs dizaines. C'est déjà des OK. contributions qui sont un peu plus importantes. Voilà. Et puis après, modifier des pages, oui, beaucoup quoi. Mais c'est rien par rapport à énormément de contributeurs sur Wikipédia. Je veux dire, Ouais. il y a des gens qui passent vraiment 10-12 heures par jour et qui font un travail incroyable, hein. C'est fou. Ces personnes-là, c'est peut-être beaucoup de retraités, par exemple? Comment tu fais pour passer 10 à 12 heures par jour Mm. sur un projet bénévole? Mmh. Alors, il y a des stats aussi sur ça, sur qui sont les contributeurs sur Wikipédia. Donc, en général, c'est plutôt des hommes blancs et plutôt CSP+, et avec deux profils, beaucoup d'étudiants, quand même aussi, d'étudiants ou de gens au début de leur vie active. Pas tellement, OK. et aussi des retraités, et les retraités peut-être plus même ces derniers temps, mais avant les retraités, c'était pas les gens qui étaient le plus à l'aise avec l'outil informatique. Donc c'est plutôt des gens, on va dire, la tranche d'âge 16-30 ans avant d'avoir des enfants. Et puis effectivement aussi un peu des retraités, mais beaucoup plutôt de jeunes actifs ou étudiants Mmh. jeunes actifs. Ouais, d'accord, d'accord. Tout à l'heure, tu disais que, d'être contributeur, par exemple, ou d'être administrateur sur, Wikipédia, ça apportait pas d'argent, en tout cas, au moins de manière directe, mais par contre qu'il y avait peut-être une certaine fierté à le faire ou, il y a des choses qui sont mis en place, il y a il y a des événements, il y a vous vous rencontrez les contributeurs? Alors moi j'ai jamais, j'y suis jamais allée parce que mon petit coin de Savoie, il y en a pas. Enfin, il y a Grenoble, mais donc dans chaque grande ville, on va dire qu'il y a des rencontres locales qui sont organisées, pour, à la fois contribuer en groupe ou juste se retrouver entre sympathisants. Et c'est des moments très conviviaux, hein, mais moi j'ai jamais eu l'occasion, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une vie et qu'on peut pas tout faire. Mais donc oui, il y a des rencontres et puis il y a aussi effectivement comme, une sorte entre guillemets de gamification, on pourrait dire, voilà, sur Wikipédia où tu as des badges en fait ou des différentes icônes que tu peux mettre sur ta page de profil utilisateur qui sont assez sympas, voilà, et qui permettent de motiver aussi un peu les troupes, même si je pense que c'est pas la finalité première. En tout cas, ce sera pas la finalité affichée principale des gens qui font ça. Mais effectivement, il y a une certaine forme de récompense. Et puis il faut être élu aussi pour être administrateur. Donc voilà, il y a un vote. Tu es quand même aussi un peu entre guillemets le centre de l'attention. Enfin, voilà, dire ça comme ça pourrait sous-entendre que ces gens-là sont intéressés, ce qui est vraiment pas le cas. Enfin, ils le font vraiment pour donner de leur temps. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine forme de reconnaissance pour avoir envie de faire ça. C'est aussi que tu y trouves, enfin, un intérêt, quoi. Mmh, d'accord. Bon alors, parle-nous un peu plus de ton activité professionnelle aujourd'hui. Donc tu as arrêté ton activité de kiné?
Oui, oui, c'est ça, depuis plusieurs années maintenant. Je D'accord. me suis consacrée à voilà, on va dire à 100 sur mon temps professionnel, à ça. On est même temps 2 sur cette activité-là et parce qu'en fait, il y a vraiment une vraie demande à la fois des acteurs, privés et publics aussi, des institutions, voilà, en France, des centres de recherche, par exemple, ou des agences françaises, qui ont des pages sur Wikipédia, qui ont été créées souvent par des bénévoles et qui sont, bah, pas forcément à jour ou qui ont des informations compromettantes qui peuvent être, ajoutées parfois par, des anciens salariés qui ont emmené au prud'homme, l'institution et qui donc il y a plein de cas de figure différents et en fait les institutions ou les entreprises se trouvent parfois, enfin, démunies parce qu'elles ont essayé d'intervenir mais comme elles sont pas habituées, bah, voilà, elles ont pas fait les choses bien comme il faut, même si souvent dans les intentions c'est sain. C'est pas forcément avec des intentions d'ajouter des informations promotionnelles, de supprimer des choses mais en fait, quand on n'est jamais intervenu sur Wikipédia, forcément, bah, c'est pas évident de bien comprendre le fonctionnement et donc, bah, on se prend un peu des retours de bâton parfois et donc c'est pour ça que certains ressentent le besoin de faire appel à des tiers. Parce que oui, on peut par contre, tout un chacun peut essayer de demander sur une page de discussion d'une page: «Bah, voilà, je trouve que cette page, il y a un problème, est-ce qu'on pourrait pas l'améliorer?» Mais les contributeurs bénévoles sont libres de prendre, en compte ou non ces interventions-là et sur Wikipédia en français notamment, bah, voilà, les gens préfèrent contribuer sur les sujets qu'ils choisissent eux-mêmes et pas parce qu'on leur dit que ce serait bien de mettre à jour cette page-là, quoi. Mmh. Ouais, je comprends, je comprends. Hem, comment ça se passe du coup, aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui te contacte, enfin, alors sans donner de nom évidemment, mais est-ce que tu peux donner un exemple d'un parcours, d'une entreprise ou d'une administration qui te contacte, comment ça se passe? Bien sûr. Donc moi, comment j'ai fait pour me faire connaître? En fait, j'ai créé du contenu, tout simplement, c'est-à-dire qui explique comment on contribue sur Wikipédia. Parce qu'il y en a bien sûr, produits par, Wikipédia, hein, comme je disais, c'est vraiment, super. Il y a plein de ressources en ligne. Il y a des MOOC aussi pour apprendre à contribuer. Mais moi, j'ai fait le constat qu'il manquait du contenu, justement, spécifiquement pour les personnes, dans des institutions ou des entreprises qui ont pas forcément les mêmes, attentes et besoins que le contributeur, on va dire, du dimanche, qui a envie de contribuer sur la page de sa commune, en fait. Qui a des questions que se posent, les institutions donc et les entreprises spécifiques et donc moi, j'ai créé du contenu sur internet, donc principalement, sur mon site internet, sur YouTube, un peu LinkedIn, qui explique, vraiment pour tout le monde en accès libre, hein, bah, comment contribuer quand on a, justement sur les pages spécifiquement d'entreprises ou d'institutions, comment mettre à jour une page quand on a un lien d'intérêt. Et donc, au fur et à mesure du temps, bah, en fait, j'ai écrit aussi bah, qu'on pouvait me contacter s'il y avait des besoins spécifiques. Et puis, bah, en fait, ça a pris juste comme ça, en plus du bouche à oreille, tout simplement, qui se fait aussi petit à petit, parce que bah, voilà, il y a une personne qui me découvre par rapport à cette création de contenu-là. Elle me contacte, elle peut être satisfaite, ou parfois des gens découvrent mon contenu aussi, n'ont pas besoin pour eux, mais pensent à quelqu'un qui pourrait avoir besoin et leur en parle. Donc, essentiellement, c'est comme ça, la création de contenu et puis maintenant aussi beaucoup de bouche à oreille qui fait que les gens nous envoient un mail et puis on voit si on peut les aider ou pas, quoi, tout simplement. D'accord. Et si la réponse est oui, vous pouvez les aider, comment ça se passe? Vous faites des entretiens? Qu'est-ce qui quel est ton processus? Ouais. Bah, en fait, donc en général, on nous contacte pour, dans 2 cas de figure, bien précis qui sont, créer une page. Donc, la personne n'a pas de page sur Wikipédia, donc ça peut être, une entreprise, ça peut être, une institution qui a fusionné, par exemple, et qui veut créer une page pour son nouvel établissement. Ça peut être une, figure publique, un homme ou une femme politique, un artiste. Ça, c'est vraiment les cas de figure les plus classiques. Un chercheur aussi. Donc créer une page ou l'autre possibilité, c'est quelqu'un qui veut intervenir sur une page déjà existante. C'est vraiment les 2 cas de figure et donc en fonction, bah, voilà, le parcours sera pas le même et quand les gens veulent créer une page, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit. C'est-à-dire qu'on va vérifier s'ils sont bien éligibles à avoir une page. Parce que souvent les gens nous contactent pour, créer une page en pensant d'office qu'ils sont éligibles et bah, malheureusement, enfin en fait, Wikipédia a des critères très spécifiques et stricts pour décider aujourd'hui, qu'on peut créer une page sur ce sujet-là. Qu'on ait ou un lien d'intérêt ou non avec le sujet de cette page. En fait, c'est des choses qui sont aussi définies dans chaque chapitre de Wikipédia, mais aujourd'hui, Tu c'est peux en pas citer juste par quelques-uns?
Oui. Alors, par Que exemple, pour les entreprises, par exemple, le simple fait d'être une entreprise, d'avoir, par exemple, un numéro SIRET n'est pas du tout un critère suffisant pour Wikipédia. Ça, en général, les entreprises s'en doutent, quoique il y a parfois des exceptions. Mais parfois, les entreprises vont dire oui, mais nous, on est une PME qui existe depuis 40 ans, donc c'est évident, on peut être sur Wikipédia. Non, le fait d'exister depuis 40 ans, le fait d'avoir 100 salariés, tout ça, c'est pas des critères qui, pour Wikipédia, justifient d'avoir une page dédiée. Donc les critères, par exemple, on va dire généraux, parce qu'après, il y a des critères spécifiques en fonction de si tu es un artiste, si tu es un homme politique, etc. Mais on va dire pour les critères généraux qui sont valables pour tout le monde, c'est le fait d'avoir en fait des médias nationaux et généralistes, donc sous format écrit, vidéo ou radio, qui se sont intéressés à toi. Donc typiquement, toi, tu voudrais créer une page Wikipédia pour ton podcast. Voilà, c'est possible, hein, il y a des podcasts qui ont leur page Wikipédia. Il faudrait que le simple fait, par exemple, d'être un podcast indexé sur Spotify et compagnie n'est pas suffisant, ça peut s'entendre. Mais si, par exemple, on a parlé de ton podcast dans la presse spécialisée dédiée au podcast ou dans des sites internet, c'est un début de notoriété. Mais pareil, pour Wikipédia, ça va pas être suffisant. Il faudrait que tu aies des médias nationaux et généralistes comme Les Échos, France 3, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, France Inter, qui aient décidé de consacrer un reportage d'investigation sur ton média. Pourquoi tu l'as créé, combien d'épisodes tu as fait, voilà, c'est quoi les principes sous-jacents. Et que le travail d'investigation soit suffisamment significatif, c'est-à-dire qu'on n'ait pas écrit 3 lignes sur toi dans un article qui porte sur 10 podcasts, mais vraiment voilà, un travail significatif sur ton podcast, et bien sur ton podcast, pas sur toi, pas sur Alexandre Penaud en tant que personne, mais vraiment sur ton podcast pour la page du podcast. Et donc ça, Wikipédia considère aussi qu'il faut que ça soit fait sur au moins 2 ans d'échelle de temps. C'est-à-dire en gros un article en 2022, puis un en 2024. Voilà, espacé d'au moins 2 ans. Et donc ça, c'est valable. Donc là, j'ai pris l'exemple du podcast, mais c'est valable aussi pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, voilà, une PME d'emballage industriel, il faudrait que la presse nationale et généraliste, et pas que, par exemple, Ouest France, si elle est dans l'ouest de la France, qui est un média local, mais les Échos, voilà, la Tribune, Le Monde, est consacré à un travail d'investigation. Et dedans, on élimine aussi, et ça, il y a des gens qui ont... Enfin, c'est normal, hein, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit éliminer, y compris dans la presse nationale et généraliste. C'est par exemple tout ce qui est ce qu'on appelle le publi rédactionnel. Donc c'est par exemple, tu peux payer, toi tu pourrais payer Le Point pour avoir un article dans Le Point qui présente ton podcast. Je pense que tu connais. le public rédactionnel, oui, oui. Ouais, voilà. Après, il y a ce qu'on élimine aussi, c'est les interviews. Si par exemple, toi, tu es interviewé, par exemple à la radio, ça se fait beaucoup, ça. Tu es interviewé, on te pose des questions, sur BFM TV aussi pour les entreprises, on te pose des questions, voilà, bonjour, donc vous avez créé ce média, pouvez-vous nous dire pourquoi son nom, voilà, et toi tu réponds, blablabla. Ah d'accord, et donc combien d'épisodes vous avez fait, et toi tu réponds, blablabla. Voilà, si c'est juste de l'interview sans travail d'investigation, pareil, ça va pas compter pour Wikipédia. Donc ça fait, voilà, on élimine les interviews, on élimine le public rédactionnel, on élimine aussi tout ce qui est tribune, prise de position. Par exemple, un dirigeant, ça aussi on en a beaucoup, qui veut avoir sa page Wikipédia. Il a pris la parole beaucoup dans les médias, il signe des tribunes pour Le Monde, Le Figaro. Mais c'est pas des travaux d'investigation centrés sur lui et sa carrière. C'est juste Mmh. entre guillemets, lui qui a pris position et qui a voilà donné sur des sujets. Et donc ça, pareil, ça va pas compter sur Wikipédia. Donc nous, il y a un gros travail qu'on fait on va dire, de pédagogie et d'explication sur voilà, avant d'aller créer une page, va falloir vérifier si vous êtes éligible, quoi. Ouais, c'est très intéressant et moi j'ai 2 remarques ou questions qui en sortent. Heu, la première, c'est que s'il y a un sujet important, très récent, qui date d'il y a moins de 2 ans, on rentre pas dans ces cases-là? Il y a des exceptions? Oui, tout à fait. Par exemple, la start-up là, donc l'équivalent de ChatGPT française, le chat, Ouais, Mistral. voilà, Mistral, ils ont eu leur page Wikipédia au bout de 6 mois d'existence. Donc, alors que les délais de 2 ans n'étaient pas, mais parce qu'ils ont eu une couverture médiatique tellement massive que c'était bien évidemment, personne n'allait remettre en question leur notoriété. Enfin, euh, ils étaient cités, ils avaient des dizaines et des dizaines de parutions. Donc, bien évidemment, ça, c'est des critères. euh,
voilà, que je donne comme ça de manière globale. Après, il faut bien sûr voir au cas par cas. Et pareil aussi, parfois, une PME, par exemple, qui a juste pile poil 2 articles, elle se passait 2 ans, qui a aucune couverture à côté dans la presse spécialisée et tout, pareil, c'est bizarre aussi. Même si on coche les critères, ça va pas forcément aller. Donc, des critères, ils sont faits voilà pour être soumis derrière à discussion voilà, c'est pas blanc noir comme tu disais tout à l'heure. C'est un continuum où il faut arriver à positionner le curseur et il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, quoi. Ouais. Mais au moins ça donne des grandes lignes je sais jamais si on dit directives ou directrices, mais des lignes. Et après effectivement, il peut y avoir des exceptions. OK, donc ça c'était le 1er point. Le 2e point, dans l'épisode là, j'ai vérifié avant de te poser la question, dans l'épisode 43, j'ai reçu Pauline Rivière et le titre de l'épisode, c'était «Le journalisme à l'ère des réseaux sociaux». J'ai l'impression que, c'est peut-être moins évident d'être journaliste dans les années, 2020, on va dire, qu'il y a 50 ans ou alors, moins facile sur certains points en particulier. Hem, j'ai l'impression que, ces critères que tu viens de nous expliquer là, par rapport à est-ce qu'on peut avoir une page sur Wikipédia ou non, elles donnent ou elles redonnent du pouvoir aux journalistes. Est-ce que c'est une vision de l'esprit ou est-ce que tu penses que c'est une véritable volonté, heu, de Wikipédia notamment, de mettre en avant leur travail, le travail d'investigation, justement pour après relayer que les thèmes qui sont passés entre leurs mains avant et auxquels ils se sont vraiment intéressés? Bah, en fait, oui, après, c'est vraiment normalement le principe, faut vraiment garder en tête que même si c'est un site internet, c'est censé être une encyclopédie avant tout et donc une encyclopédie est censée traiter, bah, tout ce qui est, notable, tout ce qui est, connu, enfin et donc du coup, c'est quels critères on utilise pour dire que quelque chose est suffisamment notable et effectivement, aujourd'hui, la communauté, on va dire, les gens qui contribuent en tout cas à Wikipédia ont estimé que, dans les critères qu'on avait à disposition, celui-ci était, le plus juste ou le moins mauvais, en tout cas, en sachant que là, c'est vrai que j'ai parlé des médias nationaux, il y a aussi bien sûr tout ce qui est, ouvrage, académique ou, parution, dans des revues à comité de lecture par des, scientifiques qui entrent aussi en compte. Par exemple, un biographe, qui aurait, consacré un livre à une entreprise ou, à un dirigeant, publié dans une maison d'éditeur, ça compte aussi. Voilà, c'est pas que, les médias, on va dire, le Figaro, et cetera. Voilà, les ouvrages académiques et les revues scientifiques comptent bien évidemment D'accord. aussi. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai que ça, en tout cas que ça donne, enfin du pouvoir. En tout cas que c'est plutôt positif pour la profession de journaliste de savoir ça, quoi. Mmh. D'accord. Bon, c'est passionnant. Je, j'ai une poignée de questions que je pose dans tous les épisodes et j'ai envie de commencer à t'en poser certaines. Ah, il y en a sur lesquelles tu as peut-être déjà un peu répondu, mais bon, c'est pas grave, on va remettre une couche parce que si tu as répondu il y a 1 heure, bon, on a pu oublier. Moi, j'ai pu oublier et les auditeurs aussi, je sais pas. Hem, heu qu'est-ce qui t'a attiré, à la base? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine, dans le fait de vouloir être contributeur pour Wikipédia? Est-ce que tu te rappelles, quand tu t'es lancé en 2010, s'il y a eu un élément déclencheur là? Qu'est-ce qui se cache dessous? Ouais, bah, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais d'esprit critique, pensée critique. J'ai eu toute une, période, moi, de ma vie où j'ai enseigné justement la pensée critique, l'esprit critique à l'université parce que quand j'ai fait mes études de kiné, j'ai été, une des premières promotions à avoir des cours d'esprit critique justement en santé. Comment on trie l'information en santé et cetera et j'ai énormément, mais alors accroché, un truc de fou. Ça m'a vraiment fait vriller le cerveau et vraiment j'ai adoré, voilà, notamment il s'appelle Richard Monvoisin, donc c'est un prof encore à l'université, de Grenoble qui a été, après, mon maître de mémoire et puis qui est maintenant un super copain et qui est donc, très calé sur ces sujets-là et qui est une des personnes qui a vraiment introduite en France un peu, voilà, l'esprit critique, la pensée critique, l'épistémologie des sciences. Et donc moi j'ai vraiment elle m'a accroché énormément et du coup dans le sujet de la santé justement, bah, voilà, j'ai eu en fait quand j'ai vu justement, bah, comme n'importe qui, hein, sur Wikipédia, la qualité de l'information en santé sur certains sujets.
ça m'a un peu agacée parfois. Et donc je me suis dit non, mais en fait ça m'agace, mais en fait moi j'ai les armes pour j'ai les armes. Si ça m'agace, si j'estime que c'est pas pertinent, il faut que je prenne mes responsabilités et que j'intervienne pour essayer de faire mieux. Et donc je suis intervenue comme ça sur les pages un peu en français, et aussi par goût, en fait, par goût d'aller rechercher la source de l'information, d'essayer aussi par goût aussi de la recherche du consensus, d'essayer de en fait moi j'ai une opinion sur un sujet, mais elle est vouée à évoluer, et heureusement, et c'est bien d'écouter aussi les gens qui ont des opinions différentes. On grandit tous ensemble. Je pense que j'avais vraiment une appétence profonde pour les principes sous-tendant Wikipédia, et puis ce côté, on va dire, les rencontres qu'on fait et qui nous ouvrent des univers intellectuels nouveaux et dans lesquels on a envie de se plonger. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, toi, sur certains sujets, mais voilà. Il y en a tellement que oui, non, mais si, évidemment, des rencontres en vrai ou à distance, là, comme là, on enregistre en visio, je pense que oui. Et par contre, ce dont je suis certain, c'est mes lectures et c'est, Ouais. mes écoutes de podcasts, parce qu'avant de commencer mon podcast, donc ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé, mais pendant 3 ans, je dirais à peu près, j'en écoutais déjà 2 heures par jour. J'étais un auditeur fan de ce format, et ouais, et clairement, je me suis ouvert l'esprit grâce à ça. Hem et du coup, un truc que je me demandais, heu ça a mené à des vraies rencontres, Wikipédia, pour toi? Parce que tu as dit que tu allais pas trop aux Mmh. réunions, voilà, mais est-ce que tu as développé des relations avec des gens, d'autres contributeurs, certains avec lesquels tu étais un peu d'accord sur un sujet, ou peut-être à l'opposé, certains avec lesquels tu t'es, je sais pas si c'est le bon terme, mais affronté? Est-ce qu'il y a de l'humain qui sort de ce travail sur ordinateur? Alors, il y en a, ça c'est certain, hein. Il y a vraiment des gens qui nouent des relations. Par contre, moi, c'est de par le fait que c'est un versant de ma vie et j'ai vraiment beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent. Donc j'ai jamais investigué ça. Par contre, si quand même, je fais partie d'un réseau international de contributeurs rémunérés, on va dire, enfin de consultants, on va dire, qui interviennent sur Wikipédia, ou même auprès de la fondation Wikimedia de manière rémunérée. Et donc on fonctionne en réseau, donc un réseau international avec des gens de plusieurs pays différents pour s'échanger les bonnes pratiques, se motiver. Mais c'est du fait justement du caractère international, quelque chose qui se fait 100% à distance, quoi. Mais je suis pas représentative. Il y a vraiment des gens qui, je sais notamment à Lyon là ou à Grenoble, qui se réunissent une fois par mois en physique. Mais moi j'aime bien. Je fais plein de choses en physique, mais pas Wikipédia. Bien. Est-ce que tu as des, alors, je suis quasiment sûr que la réponse sera oui, mais je fais durer un peu le suspense. Est-ce que tu as des clichés, par rapport au sujet dont on a parlé jusque-là, que tu aimerais démonter? Et alors, ce que je précise quasiment à chaque fois, quand je parle de clichés, en fait, je parle de choses qu'on a en tête sans trop savoir pourquoi, et des fois, c'est faux. Donc c'est le cliché un peu standard qu'il faut essayer de démonter. Et puis des fois, c'est un truc on se dit, on sait pas trop pourquoi on se le dit, mais en fait on a raison, et du coup, je demande à mes invités s'il y a des choses comme ça, qu'ils insistent dessus aussi. Vous pensez que c'est ça? Et oui, c'est vraiment ça, donc j'en remets une couche. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu veux soit démonter, soit encore plus, soutenir? Ouais, sur Wikipédia, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues. La première quand même, c'est que voilà, n'importe qui peut contribuer. Enfin, idées reçues, en tout cas de clichés associés à ça. Mais comme tu dis, là, par contre, c'est dans le sens renforcé. C'est-à-dire que oui, effectivement, n'importe qui peut contribuer dessus. Et quelque chose quand même qui est appuyé par rapport à ça, n'importe qui peut contribuer dessus, mais ça veut aussi dire que personne n'a plus de pouvoir éditorial qu'un autre. Parce que derrière ce truc où n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, les gens ont tellement du mal à imaginer ce principe-là qu'ils pensent quand même que oui, mais il y a bien un rédacteur en chef, il y a bien quelqu'un que je peux appeler si je trouve un truc faux sur Wikipédia. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une personne qui tranche. Donc en fait, tout le monde est OK avec cette idée, oui, n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, mais
les gens ont quand même dans un coin de la tête, non, mais par contre, il y a des gens qui tranchent quand même. C'est pas possible que ça soit ouvert comme ça à tout le monde. Et donc, moi, je dis, bah non, vraiment, je vous assure. Et d'ailleurs, les gens de la fondation Wikimedia ou donc par exemple, Wikimedia France, qui est donc l'association qui gère spécifiquement le projet en France, parfois, ils se font, enfin, même régulièrement, ils se font contacter par mail, par téléphone, avec des gens qui exigent d'eux que, voilà, ils modifient tel article, parce que, bah, les gens ont vraiment du mal à comprendre que non, personne n'a un pouvoir éditorial supérieur, ni au sein de l'association, ni aussi si on connaît bien le sujet. Parce qu'il y a des fois des gens, y compris nous, qui nous contactent en disant, voilà, j'ai un article, je sais pas du tout qui l'a fait, mais alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Ils disent par exemple que j'ai eu telle formation. Non, c'est pas vrai. Et qui estiment que parce que le sujet de la page les concerne, eh bien, en fait, ils devraient pouvoir, comme ça, intervenir tout de suite et avoir quelqu'un pour modifier leur page, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dur à déconstruire, quoi. C'est parce que c'est très différent que la plupart des sites internet où il y a effectivement un directeur publication qu'on peut contacter, où on peut exercer aussi un droit de réponse et des choses comme ça. Sur Wikipédia, ça n'existe pas. Ouais, c'est vraiment le côté décentralisé là que tu remets en Mmh. avant. Exactement, ouais, ouais, et qui est vraiment, voilà, comme c'est vrai que c'est pas un principe avec lequel on a beaucoup l'habitude de composer, notamment sur internet, bah, ça a du mal à s'ancrer, même si pourtant tout le monde sait que tout le monde peut contribuer à Wikipédia. C'est ça qui est un peu un décalage. C'est voilà, pour les gens, tout le monde peut contribuer. Par contre, tout le monde n'a pas le même poids. Et pourtant, si, vraiment, tout le monde, en tout cas en théorie, a le même poids. Parce qu'après, c'est sûr que une intervention qui vient d'une personne qui n'a pas créé de compte avec une IP, voilà, inconnue et qui va modifier à fond Wikipédia, bien évidemment, ça va être une intervention qui est plus suspicieuse et qui va plus susciter le regard critique de contributeurs que quelqu'un, par exemple, qui a un compte et qui intervient depuis 15 ans sur Wikipédia tous les jours, quoi. Donc voilà, mais c'est pas lié au lien direct avec le sujet. Est-ce qu'on est jugé d'une certaine manière par rapport à nos contributions? Tu disais quelqu'un qui a un compte, est-ce que comme un vendeur Amazon, on va avoir, des notes au fur et à mesure et une note moyenne? Est-ce qu'il y a un système un peu de ce type-là ou pas du tout? Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir des badges sur ton profil utilisateur, donc en fonction justement de ton ancienneté et tout. Donc c'est vrai que forcément, même si on juge le contenu avant tout, on reste des humains et parfois on est même si on ne devrait pas le faire, on juge les intentions. Même si un des principes, alors c'est pas dans les principes fondateurs, mais c'est dans les principes un peu qui gèrent le fonctionnement de Wikipédia, enfin l'esprit dans lequel on doit être, c'est l'esprit de supposer la bonne foi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important sur Wikipédia. On demande aux gens de supposer la bonne foi de tout le monde, de pas arriver en jugeant que les gens ont une mauvaise intention, même s'ils ont un lien, un conflit d'intérêt, etc. C'est un principe, encore une fois, ça pas parce qu'il est posé que tout le monde le respecte. Les contributeurs restent des humains comme tout le monde qui peuvent s'énerver, voilà. Mais il y a ce principe de bonne foi et donc normalement on n'est pas censé juger, voilà, sur les intentions. En fait, dans les faits, voilà, comme dans la vie de tous les jours, même si c'est un bon principe et qu'on devrait peut-être tous composer avec, ça se passe pas toujours comme ça. Et en effet, même si on n'est pas censé s'appuyer là-dessus, voilà, quelqu'un qui contribue depuis longtemps dans les règles va moins attirer la suspicion que quelqu'un voilà qui intervient comme ça et qui a eu par exemple son compte bloqué plusieurs fois, etc. Parce qu'il y a aussi il y a des robots qui passent sur Wikipédia. Il y a des contributeurs qui créent des robots pour justement surveiller certains types d'interventions et donc voilà il y a des mécanismes un peu de contrôle comme ça qui se mettent en place pour voilà plus surveiller des contributions atypiques. D'accord. Tu parlais des badges au début. La première fois que tu as parlé des badges, je pensais que c'était, quelque chose comme je peux avoir par exemple moi sur, Audible, enfin là où j'écoute mes livres audio. J'ai, badge, à écouter, plus de 2 heures, c'est un livre pendant la nuit ou, ou, vient de dépasser les, 100 livres écoutés, enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est des choses purement, statistiques, et objectives. Hem et je sais pas si j'ai pas compris ou si tu as pas répondu exactement à cette partie-là. Ma question de tout à l'heure, c'était est-ce que est-ce qu'on est jugé pour ses contributions? Enfin, jugé, tu vois, par d'autres gens? Est-ce que dans les badges, il y a quelque chose de ce type-là?
Alors les badges déjà déjà ils sont pas mis, en automatique. Par exemple comme Audible, dans l'exemple que tu donnes, j'imagine c'est automatique, tu peux pas le sélectionner ou désélectionner. Là il faut une intervention humaine qui décide ou non de le mettre. Tu l'as pas en automatique. Donc soit tu le mets toi parce que par exemple moi j'ai mis un badge depuis quand je suis contributrice et il y a quelques jours j'ai vu quelqu'un est intervenu sur mon profil utilisateur parce que comme n'importe quelle page n'importe qui peut le modifier et m'a rajouté un petit logo pour dire que j'étais contributrice rémunérée, sachant qu'il s'est déjà écrit hein. Mais il a voulu m'ajouter un petit logo bien mis en avant en haut, ce qui est très bien hein, mais donc pour dire que voilà, disons que c'est enfin voilà, ça nécessite quand même une intervention humaine, même si on va dire il y a des schémas types qui font que on peut savoir des données objectives comme tu dis, mais il faut que quelqu'un décide de l'afficher à tel endroit. D'accord, OK. Et j'avais noté une autre question. Tu donnais l'exemple de quelqu'un qui voit sa page Wikipédia et qui se rend compte qu'il y a un truc faux. Très pratiquement, Heu, comment agit cette personne-là pour essayer de rétablir la vérité? On peut supposer qu'elle connaît son histoire, alors elle peut être de mauvaise foi, hein, mais qu'est-ce qu'elle doit faire la personne? Comment ça se passe d'un point de vue très pratique? Bah, le mieux en général, si c'est quelqu'un qui a jamais contribué, c'est de passer par la page de discussion. Donc selon la notoriété de la personne, ça sera plus ou moins, pris en compte. Après le problème, c'est que souvent les personnes, comme elles sont jamais contribué à Wikipédia, elles vont avoir du mal par exemple, elles vont dire, voilà, bon, s'il y a une erreur par exemple sur la date de naissance, en général, en passant par la page de discussion, si c'est des personnes vraiment connues, enfin, ça sera rectifié en fait. Ou d'elles-mêmes, on Ouais, va rien leur demander. On va pas leur demander de source. Par contre, si, je sais pas, elles estiment qu'il y a une erreur sur leur cursus, par exemple, leur cursus qu'elles ont suivi, et qu'il y a un média, il y a une source qui est utilisée pour cette affirmation-là, qui dit bien que elle a suivi tel cursus. En fait, le problème, c'est le média qui a relayé cette information-là, c'est pas Wikipédia, quoi. d'accord, Donc là, c'est plus compliqué parce que du coup, si elle veut juste modifier ça, c'est assez certain. Il faudrait déjà qu'elle s'en prenne entre guillemets plus aux médias et ça elle le fera pas hein, elle va pas justement être suspicieuse vis-à-vis du média Le Point par exemple qui aurait relayé une mauvaise information ou elle va en tout cas vite laisser tomber alors que sur Wikipédia du fait que ce soit voilà accessible aux contributions pour tout le monde, on va être plus exigeant par rapport à ça. d'accord, Voilà. Idéalement, normalement, en fait, si quelqu'un voit des erreurs sur sa page, bien sûr qu'elle est tout à fait en mesure de les pointer et de savoir bien ce qui est vrai et faux sur elle, mais il faut aussi qu'elle soit par contre en mesure de prendre du temps pour comprendre comment fonctionne Wikipédia, parce que en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a oui, effectivement, elle, sa connaissance du sujet, mais il y a aussi les règles de fonctionnement sur Wikipédia, notamment concernant comment on source de l'information, mais aussi quelles informations sont pertinentes ou non d'être sur Wikipédia. Et là, cette personne-là, elle n'est pas meilleure qu'une autre pour savoir ça. Au contraire, si elle a jamais contribué à Wikipédia, voilà, là-dessus, elle est peut-être plus en porte-à-faux et donc il faut qu'elle accepte, soit elle laisse tomber et elle s'en préoccupe pas, soit elle accepte de passer un peu de temps à se préoccuper de ça, quoi. d'accord. Et donc tu disais qu'elle pouvait mettre un message dans le comment tu as dit que ça s'appelait le fil de La page de discussion? discussion. Page de discussion. Voilà, en espérant qu'un contributeur, reprenne, l'info et du coup, si elle a bien fait les choses, si elle a bien écouté notre épisode, la personne qui veut faire la modification, aura sourcé, la modification qu'elle veut apporter. Et donc voilà, ça c'est la première méthode. Les contributeurs, ils font comment? Donc là tu me parles de quelqu'un qui a pas l'habitude de contribuer, donc il met un message, dans cette page de discussion, voilà. Si tu es déjà contributeur, comment tu, interagis avec la page Wikipédia? Donc, si tu veux modifier, tout simplement, tu as même pas d'ailleurs besoin à la base d'avoir un compte. Tu vas sur la page, tu cliques en haut à Ouais, droite sur modifier, OK, et tu peux tout de suite, là, tu peux le faire en 3 secondes. Tu décides de supprimer 10 phrases. Tu peux le faire, hein. Tu supprimes 10 phrases, tu fais enregistrer, tu ouais, écris normalement le justificatif de pourquoi tu as supprimé ces 10 phrases
et elles seront supprimées. Tu vas cliquer sur enregistrer et ça va être d'office sans vérification d'un tiers, même si tu as pas créé de compte, supprimé. Ouais, les OK. phrases vont être supprimées. Par contre, si c'est une page qui est beaucoup vue ou même pas beaucoup vue, enfin, les gens vont se rendre compte: «Mais attends, c'est quoi, supprimer 10 phrases comme ça par un profil qui n'a pas de compte ou bizarre?» Et donc quelqu'un va vite venir annuler ta contribution, très probablement, si c'est une page, D'accord. mais sinon, il suffit de cliquer sur modifier et de faire les modifications, voilà. Mais par contre, pour qu'elle reste, là, il faut, bah, par exemple, s'il y a une information qui est fausse, et bien la remplacer par une information juste avec une source média qui l'étaye, une source média acceptable pour, Wikipédia, pas ton site internet personnel, par exemple. Et puis si, par exemple, il y a un point de vue, donné sur un sujet, qui selon toi, oui OK, mais bon, il y a d'autres points de vue sur ce sujet-là, tu peux, dans les sections controverses notamment qui sont fréquentes sur les pages Wikipédia, d'entreprises, d'institutions, d'hommes ou femmes politiques, voilà, de figures publiques, il y a des pages controverses. Tu peux estimer que, oui, bah, il y a que ce point de vue-là qui est traité sur la page. Tu peux tout à fait ajouter un autre point de vue, sur, la controverse, à condition qu'il ait fait, l'objet d'un traitement par les médias. C'est-à-dire que, typiquement, voilà, une entreprise qui serait allée au prud'homme, à cause d'un salarié, bon, bah, voilà, le salarié a pris la parole par rapport à ça dans la presse, il a donné, son point de vue. Si l'entreprise, ne s'est jamais prononcée à ce sujet-là dans la presse, elle pourra pas évoquer un autre point de vue, sur ce sujet. Par contre, si, voilà, une des personnes de l'entreprise, l'ancien cadre, par exemple, de ce salarié ou le directeur communication, peu importe, a pris la parole dans un média, là, ça sera possible d'exposer un autre point de vue sur ce sujet-là, quoi. OK. Hem, si imaginons un cas peut-être trop simpliste, tu vas me dire si c'est le cas, hein, où il y a 2 personnes qui veulent faire passer des informations différentes et une première fait, ajoute une phrase. La deuxième personne, veut la contredire. Il peut y avoir des va-et-vient comme ça là, à l'infini? Ou est-ce qu'il y a après une sorte de vote, des contributeurs pour décider qui reste? Comment ça marche? Alors tu mets le doigt sur quelque chose qui est, qui existe beaucoup sur, Wikipédia, qui s'appelle les guerres d'édition. Ça a même un nom, dédié. C'est-à-dire que parfois, sur certains sujets, parfois même pas forcément sur des sujets très polémiques d'ailleurs, mais, il va y avoir comme ça une vague de va-et-vient où un contributeur va essayer d'ajouter quelque chose, un autre va supprimer, puis l'autre va remettre, et en fait, il y a, un principe qui est, les principes des 3 révocations, qui est qu'à partir du moment où quelqu'un, révoque, c'est-à-dire supprime 3 fois d'affilée une contribution, la page passe en protection, en semi-protection, et il y a seulement certains contributeurs qui peuvent contribuer, et on incite, les gens, qui sont, donc impliqués dans cette guerre d'édition à passer par la page de discussion pour se mettre d'accord avant d'intervenir à nouveau sur la page principale. Et si besoin, il peut y avoir une intervention des administrateurs pour bloquer certaines personnes. Parce que justement, c'est là l'idée, c'est de cette surenchère comme ça fait perdre du temps à tout le monde. On sent qu'il y a un truc pas sain, il y a un problème, il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là, donc on demande aux gens, d'en discuter, via la page de discussion. Et très souvent, ça arrive heureusement sur une minorité de pages, hein. Ces pages-là, c'est vraiment une minorité par rapport à toutes les pages sur Wikipédia. Mais c'est vrai que ça peut conduire parfois à des pages qui sont pas très satisfaisantes pour tout le monde, en fait. Et ça, c'est malheureux, mais c'est de l'ordre de, il y a des stats sur ça, sur 0,02%, je crois, des pages sur Wikipédia qui ont eu des guerres d'édition et où personne n'est satisfait du résultat, mais on n'est pas arrivé à date à trouver un consensus suffisant, quoi. Mmh. C'est très intéressant là, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a des il y a des règles de base et puis après il y a des processus mis en place pour les moments où, justement, bah, les règles de base amènent à quelque chose qui marche pas. Mmh. Je me demandais si, de ce que tu vois avec Wikipédia, est-ce qu'il y a des règles, par exemple, ou est-ce qu'il y a des fonctionnements, qui te sembleraient intéressants, à être utilisés ailleurs? Alors, tu peux dire où c'est le ailleurs, hein, ça c'est pas obligé d'être partout, mais je sais pas moi, dans une entreprise, dans la vie personnelle, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais sortir de Wikipédia pour t'en servir ailleurs?
Ah oui, bah, complètement. C'est mon deuxième temps qui me consacre auquel je consacre le plus de temps. C'est vraiment, oui, moi je pense que les il y a des alors au niveau moi c'est surtout au niveau de l'État que j'aimerais que ce soit le cas. Au niveau du fonctionnement de nos institutions publiques et pas dans un cadre privé. Parce que en fait les principes par exemple, donc de Wikipédia qui sont ce qu'on appelle la décentralisation par le bas, c'est-à-dire que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que, chaque chapitre, chaque version linguistique discute de ce qui, selon elle, est pertinent pour elle, et le pouvoir va du bas vers le haut. C'est éventuellement chaque chapitre qui fait remonter à la fondation Wikimedia les problèmes qu'elle rencontre ou les choses comme ça, et c'est pas du haut vers le bas. C'est pas la fondation Wikimedia qui va dire bon bah toi tu fonctionnes comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, toi tu fonctionnes comme ça. Et donc ça, le pouvoir du bas vers le haut, ce qu'on appelle aussi la démocratie directe, c'est-à-dire que Wikipédia c'est une forme de démocratie directe, c'est-à-dire que tous les contributeurs sans représentants décident et votent, par exemple, parce que tu évoquais tout à l'heure rapidement le sujet des votes. Il y a des votes qui sont organisés parfois sur Wikipédia, notamment pour changer, par exemple, le sujet des contributions rémunérées. Est-ce que des gens ont le droit de contribuer de manière rémunérée sur Wikipédia? Il y a eu un vote organisé sur Wikipédia en français en 2016 où finalement, voilà, les gens ont tranché en faveur de oui, on autorise à condition que ce soit transparent. Et n'importe qui, il y en a tous les mois qui sont organisés, peut décider d'organiser un vote où chacun voilà mène ses arguments, etc. Il y a des votes aussi pour discuter par exemple de l'admissibilité des sujets. Quand quelqu'un remet en question l'existence d'une page, il y a des votes qui sont organisés pour voir le consensus et décider si oui ou non on maintient cette page. Donc la pratique du vote est quelque chose de courant sur Wikipédia. Et donc moi je suis très investie à côté de ça justement pour que en France, qui est le pays dans lequel j'habite, on s'inspire de ces méthodes de fonctionnement-là qu'ont adopté par exemple la Suisse. La Suisse, qui est un pays qui fonctionne avec ça, c'est-à-dire la démocratie directe. Les citoyens, les modifications de leur constitution, donc le texte suprême qui est, on va dire, l'équivalent des principes fondamentaux sur Wikipédia. La constitution suisse, elle peut être modifiée que par les citoyens. Chaque modification peut être validée que par référendum, alors qu'en France, non, c'est pas le cas. Et ça fait plus de 20 ans même qu'on n'a pas pu faire de référendum. Donc moi, je suis à fond pour. Et puis la Suisse a aussi la décentralisation par le bas, ce côté où les cantons ont la possibilité de décider des compétences qu'ils gardent et de celles qui redonnent à l'échelon supérieur. Donc moi, je suis à fond pour ça et je m'implique beaucoup dans d'autres, on va dire, associations sur ces sujets-là. Juste, je reprends un point là que tu viens juste de citer à l'instant sur les cantons en Suisse, qui décidaient ce qu'ils gardaient comme compétences et ce qui faisait remonter. Est-ce que la décision, elle est faite canton par canton ou est-ce que c'est tous les cantons qui votent en même temps et qui disent, «Bah, non, on garde et ça on remonte au-dessus»? Je t'explique pourquoi je te demande ça. Parce que si c'est canton par canton, j'imagine que, on peut être très vite être perdu sur, tu passes d'un canton à l'autre et tu sais plus qui gère quoi. Oui, oui, alors c'est bien canton par canton et tout à fait, OK. de toute façon, aucun système n'est parfait, il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais c'est valable aussi, par exemple, tu vois, en Allemagne, en France, on a l'éducation nationale, c'est un système extrêmement centralisé. Toutes les régions ont le même programme, voilà, c'est extrêmement centralisé. En Allemagne, c'est beaucoup plus, décentralisé. Le fonctionnement de l'éducation nationale, par exemple, Landers, mon accent allemand n'est pas Bah, ouais, chaque land, je pense qu'au ouais, singulier, land, ça doit être ouais, juste voilà. land, mais oui, oui, Voilà, chaque c'est région effectivement les landers. peut peut avoir son programme de mathématiques, de physique, et cetera. Et donc tu pourrais dire pareil, ouais, mais alors attends, du coup, si on pareil pour les vacances. Les vacances aussi, il peut y avoir plus de c'est moins régulé par l'État central. Donc ça, après, c'est des choix. On n'aura pas le temps de débattre longuement sur ce sujet-là, sur ce qui est mieux ou non. En tout cas, voilà, c'est effectivement des choses qu'il faut accepter quand on fonctionne dans ce type de régime-là. Et ça peut avoir certains inconvénients et certains avantages. Bien, bien. Je me demandais tout à l'heure, tu m'as dit: «Tout le monde peut contribuer à Wikipédia, donc s'il y a quelque chose qui te convient pas, va contribuer». Est-ce que en gros résumé, tu penses que je vais affirmer que Wikipédia prône
la prise de Ah responsabilité, bah oui, voilà, complètement, c'est de pas vraiment juste se plaindre, mais d'agir. ah bah, moi, c'est en ça que j'adhère beaucoup, je crois. Mais je sais pas si tu fais partie d'associations aussi, toi, à titre personnel? Alors, oui, oui, mais pas dans aucun bureau, par exemple. Ouais, OK. Mais bon, dans ces associations, il y a voilà, moi, je fais partie aussi de pas mal d'associations. Il y a souvent, peut-être, ça va t'évoquer quelque chose, des gens qui disent: «Ah, faudrait qu'on fasse ci, ça serait bien que vous fassiez ça», voilà. C'est d'ailleurs valable, je pense, ailleurs que dans les associations, ouais. Et en fait, moi, j'ai envie de dire: «Bah non, mais en fait, vas-y, si tu penses qu'il faut le faire», et donc ça, je pense que c'est des appétences personnelles, des tempéraments, mais moi, je fonctionne beaucoup comme ça et donc je suis ravie d'avoir trouvé, un endroit où, effectivement, cette valeur-là est prônée et voilà, ça, c'est des choses avec lesquelles on adhère un peu spontanément sans avoir besoin parfois de théoriser trop, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, voilà, donc j'avais ce ressenti dans ce que tu m'expliquais, mais ouais, Ah oui, tu confirmes complètement que et ça, c'est aussi vraiment au cœur de Wikipédia. tout à fait et au niveau des États aussi, enfin justement, des États qui fonctionneraient, plus, en laissant les citoyens trancher sur les décisions collectivement, en laissant le pouvoir qui part du bas vers le haut. C'est montré aussi, tu vois, avec des études comparatives politiques que ça responsabilise beaucoup plus les gens. Ça pousse plus les gens à se documenter. Là, avec l'exemple Ouais, que tu donnais, par exemple, parce que oui, effectivement, si les cantons fonctionnent pas de la même façon, si notre système éducatif, il est pas pareil, bah oui, ça pousse plus à se documenter, à s'informer, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, peut-être même au contraire, parce que c'est peut-être ce qui nous a fait contribuer à évoluer dans le bon sens que d'avoir nos cerveaux qui ont envie de comprendre comment le monde y fonctionne, quoi. ouais, ça me parle assez. Bien, est-ce que, alors, j'ai une question là que j'ai notée et pourtant que j'ai posée très rarement. Est-ce que tu te sens investi d'une mission alors je vais te dire comment je l'ai noté, hein, qui se retrouve au fur et à mesure de ta vie? Est-ce que tu te sens investi d'une mission? Il y a presque une connotation, non, religieuse derrière ça ou non? Non, c'est Oui, si tu pousses le truc très loin et que tu deviens, et que tu fondes ta propre religion, et c'est peut-être le niveau le niveau ultime, hein, je dis pas. Mais, tu vois, moi je m'intéresse par exemple beaucoup, voilà, je disais tout à l'heure, je parlais de recherche de vérité, je parlais et un autre mot me parle énormément, c'est la cohérence. C'est le fait hem, d'être capable d'analyser un petit peu sa situation, de faire ses choix et de savoir pourquoi on fait ses choix et du coup, de comment dire? Par rapport à ses choix, par rapport à qui on est, de pas être blanc un jour et noir le lendemain sans raison, si tu veux. De changer d'avis, très bien, mais pour de bonnes raisons. Donc tu vois, moi j'ai ces choses-là qui me parlent beaucoup. Et du coup, je me demande si toi, tu verbaliserais peut-être quelque chose où tu te dis: «Bah, si je peux apporter ça à mon environnement, à mes proches ou potentiellement à un panel de gens plus large, heu, je serais fier de moi ou je pense que j'aurais apporté du positif, à ces gens». ouais, ouais. Bah, moi, je me retrouve beaucoup dans on va dire un concept philosophique ou voilà, un principe un peu de vie qui est enfin, celui de l'altruisme efficace. Je sais pas si ça te parle ce concept-là? Il me semble Alors les mots me parlent. Je ne sais pas si je les ai déjà entendus, associés, mais OK. vas-y. Ouais, voilà, bah, altruisme efficace, c'est que pareil, c'est quelque chose qui a été un peu aussi théorisé, notamment par Peter Singer, qui est un voilà un philosophe, et c'est l'idée d'essayer quand on essaie de chercher plutôt le bien que le mal, d'essayer d'objectiver et parce que parfois, en fait, oui, moi, en tout cas pour te répondre, moi, j'ai envie de consacrer du temps de ma vie à essayer comme beaucoup de monde, je pense, hein, de faire qu'on vit dans un monde meilleur parce que j'estime avoir eu beaucoup de chance, être née dans un pays où même les gens les plus pauvres, bah, en fait, ont une vie immensément plus confortable que dans d'autres pays. Et en fait,
c'est juste du hasard quoi qui fait que je suis née avec un lit et de quoi manger, voilà. Donc j'ai une chance inouïe par rapport à énormément de gens sur Terre, et donc j'estime ça normal, spontané, indispensable même d'essayer de consacrer du temps au-delà de mes loisirs et même ma vie familiale, à essayer d'œuvrer pour que le monde aille dans un sens avec moins de souffrance, on va dire, de souffrance des êtres vivants, des êtres qui sont capables de ressentir la souffrance. Donc oui, ça, c'est sûr que dans tout ce que je fais depuis l'adolescence, j'ai toujours essayé de consacrer du temps à ce sujet-là, et ou de l'argent aussi. Je reverse voilà 10% de mes revenus à justement des associations qui sont dans le label, on va dire, altruisme efficace, qui sont évaluées pour essayer de voir si justement elles ont un impact positif sur le monde, avec des critères qu'on essaie d'objectiver, tout ça au regard des ressources qu'elles mobilisent. Mais c'est très compliqué, c'est tout un champ de recherche à part entière. Mais donc oui, moi c'est clair que j'ai toujours ça en tête. Je suis loin d'être parfaite sûrement, et il y a des gens qui donnent beaucoup plus de leur temps, mais en tout cas j'ai toujours ce truc là aussi où je me questionne beaucoup sur comment j'utilise mon temps, et est-ce que je consacre suffisamment de temps à essayer soit peut-être de gagner de l'argent pour pouvoir le redistribuer justement à ces causes-là, soit à consacrer de mon temps bénévole à des associations qui vont selon moi dans ce sens-là, en essayant aussi de rajouter la composante efficace. C'est-à-dire juste pas dans les intentions, comment tu essaies de voir que ce que tu fais, ça va vraiment dans le bon sens, pas juste dans l'intention, quoi. C'est tout un programme. Tu pourras faire un sujet dédié, je pense, à ce sujet-là. Voilà, j'ai décidé d'une règle interne à Principes fondamentaux. Je me suis dit jusqu'à l'épisode 100, je veux avoir que des sujets et des personnes et des invités inédits. Et après, passer le 100, bon, on verra, on fera peut-être venir des gens et tout. Donc, voilà, il y aura peut-être quelque chose à faire un peu plus tard. Là, tu devrais être le 67, donc Ouais, ça pourrait être ça donne avec des gens. envie. Je parle pas de moi. Hein, moi, je connais pas assez ce sujet justement, l'altruisme efficace. Mais peut-être que le hasard des choses fera qu'un jour tu interrogeras quelqu'un qui sera dans on va dire cette branche-là. Mmh. Et ben très bien, je me le note, je me le note. Hem, Par rapport à revenons à Wikipédia, par rapport à ce dont on a parlé un peu depuis le début, est-ce que est-ce que tu voudrais me citer un ou un tout petit nombre de principes fondamentaux? C'est le cœur du podcast, heu de principes fondamentaux par rapport au sujet, d'éléments quand on commence à penser à Wikipédia, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, des choses qui sont vraiment sûres. Tu as insisté sur le fait que tout le monde pouvait contribuer, ça peut être juste ça, et si tu veux mentionner quelque chose d'autre qui te semble vraiment Mmh. vraiment comme une pierre angulaire, un socle, heu, je veux bien que tu Oui. le fasses maintenant. Bien sûr, donc on a parlé effectivement, voilà, on va pas revenir dessus, de tout le monde peut contribuer, de cette histoire de principe de neutralité aussi. Il y a un troisième un peu Ouais. principe de base, c'est le fait que ce soit un modèle open source, connaissance ouverte, que tout le contenu sur Wikipédia est en accès libre, et que personne ne peut décider de le privatiser. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez fort quand même, Ouais. parce que sur les sites internet, en général, la plupart des sites internet sont sous licence, on dit commerciale, propriétaire. C'est-à-dire que voilà, même ton site internet, si tu as pas mis par défaut de licence, bah, il va être, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas répliquer normalement l'information qui est contenue sur ton site internet. Alors ça pose toutes les questions maintenant avec justement les LLM qui peuvent scraper, etc., et qui peuvent, voilà, c'est tout un sujet aussi dans lequel j'ai pas d'expertise particulière, mais bon voilà, qui peut être à creuser. Mais en tout cas, il y a ce principe, voilà, que sur Wikipédia tout est sous licence libre, et donc quand tu contribues à Wikipédia, y compris quand tu ajoutes des photos. Par exemple, si tu ajoutes des photos sur ta commune pour mettre sur la page de ta commune, eh ben, tu acceptes qu'elles puissent être réutilisées par d'autres où ils veulent, sans ton autorisation. Et tu peux choisir, par contre, si tu veux que ce soit réutilisé en citant la page dont elle est originaire, ou si tu autorises même sans citer à ce que ce soit réutilisé. Mais par contre, tu peux pas t'opposer à ce qu'on réutilise, y compris pour des projets commerciaux, toutes les données que tu mets, quelle que soit leur forme, sur les projets de la fondation Wikimedia, quoi. Bien. Ouais, ça fait trois socles, trois parties d'un socle pour Wikipédia, c'est très intéressant.
Tu, voilà, je, j'aimerais maintenant que tu me dises si tu as des ressources à conseiller pour les gens qui veulent creuser, le sujet. Donc, ça peut être, ça peut être le site, ça peut être une partie, de Wikipédia, elle-même, ça peut être des livres, ça peut être une Mmh, chaîne YouTube. Sachant qu'après on va parler de toi, ce que tu produis. Donc là, c'est plutôt bien ce sûr. qui est, ce que tu peux peut-être toi, ce qui t'a influencé aussi, Oui. ça peut être intéressant. Bah, ouais, vraiment sur Wikipédia, il y a vraiment, un onglet quand on arrive sur la page principale, ou même sur toutes les pages, il y a dans l'onglet, il y a un onglet «Débuter sur Wikipédia», qui vraiment est fait, pour essayer de présenter au mieux, les informations, donc de manière, textuelle pour vraiment intervenir sur Wikipédia. Donc vraiment, je pense que j'aurais pas mieux à proposer au niveau, contenu, on va dire écrit en ligne, facilement d'accès, parce que ça a été, comme tout sur Wikipédia, revu par plein de personnes différentes pour essayer d'optimiser et d'améliorer. Donc je pense que c'est des bonnes ressources. Après bien sûr, voilà, pour les gens il y a des gens qui préfèrent se former au format vidéo, donc là, il suffit de taper, dans internet MOOC Wikipédia et vous trouverez des ressources. J'en ai pas spécialement à recommander. Moi, j'ai préféré après chacun a ses préférences. Moi, j'aime bien me former avec l'écrit, moi, je me suis formée uniquement avec les pages d'aide sur Wikipédia, parce que c'est ma façon d'apprendre, mais je sais qu'il y en a qui préféreront, suivre des MOOC et c'est très bien et c'est super parce qu'il y en a. Et puis au niveau bouquin, moi j'ai, adoré le livre, donc il y en a plusieurs sur Wikipédia et là je suis en train de publier un livre, mais donc j'ai lu tout, en anglais, en français, tous les bouquins publiés, sur Wikipédia. Enfin certains, je les ai parcourus, pas lus en entier. Donc s'il y en a un vraiment, je trouve à retenir, c'est celui de Rémi Matisse, qui a été président de Wikimedia France, qui est un conservateur conservateur, je sais plus dans quelle structure, institution, et qui a écrit ce livre, à l'occasion des 20 ans de l'encyclopédie. Alors j'ai plus le titre, exact du livre, Rémi Matisse, Wikipédia, livre, on devrait tomber Ouais. dessus. Je sais, ça me Ah, revient pas. ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra dans les notes d'épisode, après coup, enfin après coup, Voilà, après l'enregistrement, heu et heu, c'est un livre on le qui a été à l'occasion des 20 ans, donc il y a quelques années, et qui est vraiment très, très bien vulgarisé. Il donne des anecdotes aussi, super sur, comment, lui aussi en tant que, en tant que président d'une association sur Wikipédia, il a été aussi élu plus gros contributeur de Wikipédia de l'année, je crois, dans les années 2010. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup creusé sur le sujet, et le livre est se lit vraiment, vraiment bien quoi, bien vulgarisé, très très sympa. Donc là, c'est pas tellement pour contribuer, c'est plus pour connaître, plutôt l'écosystème, et le point de vue, on va dire, d'un contributeur, bien aguerri. d'accord. Et du coup, à l'opposé, toi, ce que tu fais, donc tu as parlé tout à l'heure de site web, de chaîne YouTube. Est-ce que tu peux redire à qui ça s'adresse d'abord? Ensuite, nous donner peut-être un ou 2 points de chute, pour trouver un peu ce que tu fais? Et et après je te poserai une autre question un peu dans la même veine. Mais déjà voilà, ces 2 là. Oui, donc ouais, moi, l'idée, c'est vraiment de proposer des ressources plutôt pour les professionnels, donc les gens qui veulent intervenir pour leur compte, en fait, sur Wikipédia. Donc que ce soit pour elles-mêmes ou pour, peut-être, des gens de leur entourage. J'ai souvent ça aussi, parfois, ou l'institution dans laquelle elles travaillent, ou voilà, en tant que salarié pour, l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Donc moi, j'ai un site internet qui s'appelle Wikiconsult, la chaîne YouTube pareil. Donc en tapant Wikiconsult, on tombe dessus, sur, des ressources au format, pareil, comme je sais que les gens aiment bien apprendre de façon différente. J'ai, chaîne YouTube pour les vidéos, des articles de blog, écrits, bientôt un bouquin donc, qui va paraître là au mois de novembre, qui normalement devrait s'appeler «Le pouvoir discret, de Wikipédia». Voilà, Quand et il puis sera voilà, sorti, hein, tu m'enverras un petit mail et on le mettra dans les notes d'épisode aussi le lien vers ça ton marche. bouquin. Et puis, moi, je suis active aussi sur, LinkedIn, parce que c'est le réseau social le plus, utilisé par les professionnels, et où il y a une forte culture de l'écrit aussi, je trouve, par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc, régulièrement, je communique, à ce sujet-là, et j'aime bien ce réseau social-là par rapport aux autres, je trouve que c'est agréable, donc on peut me trouver aussi là-bas. D'accord. Donc voilà, donc comment on te contacte, et dans quel cadre? Tu l'as un petit peu résumé. Sur LinkedIn, tu es à ton nom, Nelly Darbois, Mmh. il y a pas de piège? Non, il y a pas de piège, non, je crois que j'ai pas d'homonyme, pour l'instant.
Bah, en plus, ça tombe bien. OK et bah, très bien. Donc on mettra tous les liens que tu auras voulu me transmettre, dans les notes d'épisode sur YouTube en dessous, sur les plateformes de podcast. Pareil, ça doit être facile à trouver, à côté du lecteur ou en dessous du lecteur. Heu, est-ce que tu pourrais nous donner un appel à l'action? Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire, après avoir fini d'écouter cet épisode qui va on est bientôt sur la fin, donc dans quelques minutes, ils pourront le faire. Hem, Ça peut être quelque chose pour toi, pour ton entreprise, ça peut être du Wikiconsult du coup, ou ça peut être pour eux, pour Wikipédia, voilà, ça peut être aussi intéressé ou désintéressé que tu veux, c'est ton moment, tu demandes ce que tu veux. Ouh, ah oui, alors ça, je sais pas, ou alors c'est que je suis pas allée jusqu'au bout de tes épisodes, j'avais pas entendu ce point. Alors non, pour moi, j'ai vraiment pas d'intérêt. Je trouve que voilà, ton podcast, il est super et l'idée, c'est pas du tout de faire voilà de la promotion. Je verrai pas d'intérêt à ça. Mais alors, on va pour moi indirectement. Alors, je sais pas si ça. Je leur dirais que si jamais ça a fait écho, quand on a parlé aussi des autres secteurs d'activité dans lesquels on pourrait utiliser les principes fondateurs de Wikipédia, si jamais ça leur parle ça, de jeter un coup d'œil, au site de Solutions démocratiques, voilà, qui est un mouvement, national politique, une association en fait, politique, qui, vise à instaurer ces principes-là de décentralisation par le bas et de démocratie directe, en France. Donc on sort de Wikipédia, c'est pas de la pub pour moi parce que j'ai rien à y gagner, mais voilà, c'était le petit call to action si certaines personnes ont été curieuses sur ces sujets-là. Bon, pour terminer, est-ce que en une phrase si possible, en tout cas d'une manière, relativement condensée, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne avoir écouté notre discussion qui aura duré à peu près 2 heures? Et bah, écoutez, sentez-vous libre de contribuer à Wikipédia, si vous en avez envie. C'est un beau projet et on peut y passer du temps agréablement.